Donc, Gilles, on va marche. Donc, je demande, accueillir tous nos invités. Je demande à Alain Gétraud, à M. Brancourt évidemment, mais il est ici, bonjour. Merci. À Alain Gétraud de nous rejoindre, à Yann Trichard, le président de la CCI de Nantes et des CCI métropolitaines de nous rejoindre également, à Maud Zumstein, des CFF, Chemin de fer suisse, à Florence Rousse, vice-présidente de l'autorité de régulation du transport, à Julien Carmona, président du Crédit Mutuel Arkea, et à Alix Lecadre, directrice des offres et métiers ferroviaires de Transdev. Donc un panel d'une grande diversité qui nous amènera effectivement à probablement des échanges d'une très grande richesse. Donc je vais, si vous le voulez bien, engager tout de suite les débats, parce que nous avons un agenda auquel il faut nous tenir, enfin un rythme horaire assez contraint. Je voudrais qu'on démarre par Alain Gétraud, en introduction, brève, mais simplement parce que une des grandes spécificités de son offre, par rapport à ce qu'est l'histoire du ferroviaire en France, c'est qu'elle fait de l'intersecteur en province. On a conçu le chemin de fer autour d'étoiles ferroviaires. D'abord, la gigantesque étoile de Paris. On a longtemps, pendant le siècle, expliqué que c'était l'atout du centralisme ou l'outil du centralisme, le schéma de Legrand de la fin du 19e siècle. Et puis, on a refait pareil avec le TGV. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas un jugement de valeur. Voilà. Et avec la même chose autour des métropoles. Ce que présente Alain Gétraud est très différent au plan géographique. Et donc, je voudrais lui poser la question de savoir, d'abord qu'il nous dise et qu'il détaille un peu, de façon relativement brève, puisqu'il a déjà introduit son projet, ses projets de desserte, pourquoi ces projets de desserte dans cette région, et comment il voit l'irrigation des territoires. Est-ce qu'il pense que le train, et ça sera des axes de la table ronde, quel est le champ de pertinence du train en matière de desserte ferroviaire? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Et qu'attendez-vous en matière de clientèle? Une clientèle d'induction, une clientèle de report modal? Enfin voilà. Rapidement, je vous demande d'introduire cette table ronde par votre projet qui est quand même très singulier. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Merci de me redonner la parole, Gilles. Effectivement, nous, on a un modèle qui est axé sur l'intersecteur et pas sur le radial. D'ailleurs, moi, je préfère qu'on dise région-province, parce que ça fait un peu parisien. Donc, ces régions, elles sont connectées par des infrastructures, c'est ce que je disais préalablement, des infrastructures qui sont relativement en bon état, voire neuves. Alors, sur le Grand Ouest, on a 2 lignes nouvelles. On a des métropoles régionales en plein développement. Et pour autant, on a une offre qui est encore atone, qui n'est pas suffisante. Donc, l'ouverture à la concurrence, et moi j'aime souvent mieux parler d'ouverture de marché, c'est pas pour aller déconstruire ce qui marche plutôt bien ou aller uniquement en frontal sur des origines-destinations radiales, là où il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup de trafic. Il y a un énorme potentiel sur l'intersecteur, et c'est pas juste Alain Gétraud ou le train qui le disent, c'est nos études de marché, c'est les clients. Il ne se passe pas une journée sans qu'on puisse m'évoquer les difficultés pour relier deux métropoles, pour réaliser des transversales, et finalement où le train est préféré à la voiture individuelle, à l'aérien. Et ça, c'est pas supportable alors qu'on a énormément participé à la construction et au financement d'infrastructures. Donc il manque des acteurs, il manque de l'offre. Et nous, le train, on a travaillé spécifiquement sur ce marché de l'intersecteur, de la grande vitesse, parce que bien sûr, le train a de l'attractivité, y compris pour le train de nuit. On en parle beaucoup pour des trains qui sont beaucoup plus lents, mais quand même, on a un outil moderne, on a des infrastructures modernes. Les gens ont envie d'aller vite, les gens ont envie de gagner du temps pour profiter de leur vie. Donc, la grande vitesse a de l'avenir et doit être utilisée, doit être optimisée. Donc, c'est un modèle sur lequel on est concentré, axé. Gilles, si vous voulez un retour sur nos futurs clients, à chaque fois qu'on fait une étude de marché, à chaque fois qu'on interroge les clients, ils nous disent leur attirance pour ce type d'offre. Et pour rappeler l'offre sur le Grand Ouest, Bordeaux-Tours, Bordeaux-Nantes, Bordeaux-Rennes, de la desserte de villes intermédiaires de manière intelligente, Angoulême, Angers, et avec de la fréquence. Parce que pour qu'une offre marche, il faut qu'elle soit visible. Si vous n'avez pas assez de fréquence, c'est compliqué de se projeter, c'est compliqué de se positionner. Oh, je vais faire mon aller, mais comment je vais faire mon retour? Et puis ça ne correspond pas à l'heure à laquelle j'aurais voulu partir, et puis j'ai une réunion qui commence à telle heure. Voilà, donc
pour être crédible, pour être pertinente, pour susciter de l'adhésion, il faut que l'offre soit visible. Donc il faut travailler sur la fréquence. Peut-être un peu moins sur la capacité. Donc nous, on est un peu moins capacitaire, on n'est pas sur le marché radial avec des très gros trains, on est sur une offre juste dimensionnée pour pouvoir réaliser de la fréquence. Merci Alain Gétraud. Donc, je vais passer la parole à deux témoins, c'est-à-dire des acteurs territoriaux, pour savoir comment ils voient venir ce nouvel entrant, avec l'idée sous-jacente quand même que le succès du train se gagne très largement ailleurs que sur le rail, c'est-à-dire dans la capacité des territoires à l'insérer dans une offre globale de mobilité, globale, avec aujourd'hui les nouveaux services auxquels aspirent les clientèles d'induction, c'est-à-dire des parkings bien placés, des rabattements, c'est-à-dire une réorganisation d'une partie des mobilités collectives, des mobilités publiques, pour intégrer ou rabattre sur le train qui est le mode de transport de masse par excellence. Il se trouve que le projet d'Alain Gétraud, c'est un projet alternatif, privé, qui ne rentre pas dans le schéma classique. Il y en aura de plus en plus. Mais comment est-ce que, par exemple, la région, les chefs d'entreprise en termes d'acteurs économiques, la région, je donnerai tout à l'heure la parole à Roch Brancourt, en termes d'organisateurs des mobilités, dont il nous a dit qu'ils avaient une approche globale, comment ils le voient arriver, comment ils comptent s'arrimer ou l'intégrer territorialement comme un acteur du territoire capable de démultiplier l'ensemble des mobilités douces et vertueuses. Monsieur le Président Trichard. Oui. Bonjour. Merci d'être là. En fait, je ne vais pas répondre à la place de Roch sur la partie régionale hors économique, mais en l'occurrence, ce qui est fait, ce qui est l'intérêt particulier de notre territoire, c'est justement cette capacité à travailler en commun. On est des gens de l'Ouest, on est des gens consensuels, on travaille ensemble, et on a surtout une vraie appétence à créer une construction qui soit plurielle. Construction plurielle, ça veut dire, quand l'INSEE nous dit on va être le département de France qui aura la plus forte progression démographique dans les 50 prochaines années, et la deuxième région en France après Midi-Pyrénées, on voit bien qu'on a des enjeux qui sont extrêmement importants en manière d'infrastructure globale. Donc, infrastructure globale, c'est naturellement les infrastructures telles que le train, l'aéronautique. Je vais parler de Notre-Dame-des-Landes. Ah non, pardon, il ne faut pas parler de Notre-Dame-des-Landes. Nantes Atlantique et sa rénovation future, l'ensemble des infrastructures routières, les mobilités douces, et aussi les grands équilibres économiques. Comme grands équilibres économiques, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'avoir d'hyper-spécialité, mais d'avoir une offre, encore une fois, plurielle, parce qu'elle est équilibrée. Et lorsque un territoire est équilibré, alors il répond à une demande qui pousse le plus fort. Donc quand on est dans cette démarche-là, on a des enjeux de développement qui sont très importants. Il faut savoir que le département de Loire-Atlantique accueille tous les ans entre 16 et 19 000 nouveaux habitants, donc ce qui est en fait colossal. Et donc les sujets d'infrastructure et d'adaptation sont fondamentaux. Donc quand le train est venu nous voir, évidemment, on accueille ça avec énormément de plaisir, ce d'autant que l'offre, effectivement, n'est pas une offre radiale. Paris, c'est bien. Et on a un enjeu complètement dingue avec Rennes, parce que c'est à 1 heure de route et 1h20 30 de train. Et donc, les gens vont en voiture parce que la vitesse qui vient d'être évoquée, effectivement, est un sujet imparable. Et quand on a le choix entre 1 heure et puis aller se garer, prendre le train, mettre 1h30 et revenir et réciproquement, donc on prend sa voiture. Et puis le sujet de Bordeaux, qui est un sujet fondamental, qui viennent compléter les offres qui sont développées de TER aujourd'hui. Donc on a vraiment ce besoin, et en particulier sur l'arc ouest, donc Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes et remonter, aujourd'hui besoin de développer ça pour maintenir cet équilibre fonctionnel et réduire et rentrer dans la logique de décarbonation. Donc on a à la fois équilibre économique, décarbonation, multimodalité, parce que c'est bien intermodalité, mais multimodalité pour pouvoir accompagner globalement cette croissance démographique. Yann Trichard, vous n'êtes pas à proprement parler un spécialiste du ferroviaire. Comment vous pensez que les acteurs économiques, les entreprises, mais aussi vos concitoyens, pourraient avoir envie de prendre le train? Parce que si les offres existent, on sait très bien que ça ne suffit pas forcément à ce que les gens aillent dans le train. Quels sont les facteurs? Vous avez évoqué la rapidité, la vitesse, mais à votre avis, quels sont les éléments décisifs pour convaincre tous ces acteurs, par exemple une entreprise, de recommander à ses salariés de prendre le train plutôt que la voiture, etc. Qu'est-ce qui vous semble décisif de ce point de vue-là?
vous savez, on n'a pas parlé d'un truc, mais le territoire Pays de la Loire, on est des gens qui sont extrêmement engagés en matière de RSE depuis très longtemps. Et Nantes en est une des villes, puisque l'engagement RSE de la ville de Nantes a été fait il y a longtemps. Juste pour vous dire, les entreprises, vous savez, on note de plus en plus, la Banque de France a intégré la logique d'intégrer des critères RSE dans les cotations Banque de France. Ça vous parle peut-être pas, mais toutes les entreprises sont cotées pour avoir, et ça leur donne l'accès et la tarification en fait des crédits qui lui seront octroyés. Eh bien, c'est ici qu'on a commencé à travailler avec la Banque de France sur les critères qui pouvaient permettre de rentrer dans une logique RSE. Quand on a intégré ça, du coup, la logique de prendre le train est une logique complètement évidente. C'est d'ailleurs le développement, j'ai croisé Olivier Juban ici, de la SNCF, enfin, il y a une vraie démarche dans ce sens-là. La région, et Roquebruncourt en reparlera tout à l'heure, fait des efforts très importants. Et on vient de signer un contrat CPER exceptionnel. On n'a pas de difficulté pour ça. La difficulté, elle a été évoquée. C'est comment on fait pour qu'un chef d'entreprise puisse envoyer ses collaborateurs à une réunion à Rennes et faire l'aller-retour dans la matinée pour aller faire sa réunion, ou dans la demi-journée, et comment on peut faire pour aller à Bordeaux dans la journée, en partant suffisamment tôt le matin et en revenant suffisamment tard le soir, mais de manière acceptable pour avoir une journée qui soit complète. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment je fais pour me substituer par rapport à un engagement. On ne peut pas se dire, oui, mais je le fais que pour décarboner. Il faut qu'on ait une réalité économique, ce que j'appelle les équilibres. Et c'est lorsqu'on a un équilibre, c'est de dire, je suis capable de continuer mon développement économique d'une manière normale, tout en ayant effectivement la capacité à avoir un engagement. Et c'est là où, à mon sens, l'offre de Le Train vient effectivement répondre à cette question-là, en ayant une réflexion, et c'était tout l'objet des échanges que nous avons eus ensemble, pour pouvoir prendre en compte justement le fait de partir le matin tôt, revenir le soir, faire sa journée sur place et ensuite l'appuyer. Et du coup, c'est nous, les collectivités, les institutions publiques et la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, c'est un établissement public d'État managé par des chefs d'entreprise, pour pouvoir accompagner, pousser, faire la promotion de ces offres pour pouvoir favoriser le train, entre autres. Avec éventuellement des espaces dans le train lui-même pour travailler, échanger avec des collègues, etc. Et ça, c'est un des sujets majeurs. C'est-à-dire que plus on va favoriser le fait de pouvoir travailler dans les systèmes de transport, la voiture autonome, on en rêve. J'ai acheté une Tesla il y a 8 ans, tout au début, en me disant chouette, j'ai pris l'option conduite autonome, en me disant je pourrais bosser. Bon, ça marche toujours pas, mais j'espère ça. Plus on pourra effectivement travailler de manière réelle et continue, plus effectivement, entre autres, le train permettra qu'on bosse dedans et donc on le prenne plus souvent. Avec même la possibilité de boire un verre quand on est à la tribune. Ne vous gênez pas, allez-y. Bon, on va passer la parole à Roquebruncourt. Merci beaucoup de cet éclairage extrêmement encourageant. Donc, une question que je voudrais poser à Roquebruncourt, mais bien sûr, sa parole est totalement libre. La première, c'est que vous avez la responsabilité des TER en train. Vous avez l'habitude quand même de travailler avec la SNCF, parce qu'à la fois, elle opère d'autres types de trains et elle opère les vôtres. Bon, comment voyez-vous le travail avec le train ? Puisque, je veux dire, à un moment donné, la question va se poser de l'articulation à la voie de vos compétences ou pas. Est-ce que ça vous inquiète ou pas ? Comment vous envisagez les choses ? C'est la première question. Et la deuxième, c'est, il me semble que dans votre grande région, là, enfin, vers le nord, un peu différent de ce que je vis, moi, dans le sud, à Bordeaux, parce que je suis bordelais, ou à Toulouse, vous avez quand même des villes moyennes assez dynamiques. C'est-à-dire qu'il y a un tissu de ville moyenne assez puissante autour. Et donc, du coup, le projet de train me semble avoir une dimension territoriale peut-être intégratrice un petit peu plus en facilitant les choses. Je ne sais pas quelle est votre vision des choses sur cet impact territorial de ce nouveau projet. Alors, beaucoup de questions. Je n'étais pas venu là pour négocier des arrêts supplémentaires dans les villes du train, dans les villes moyennes de la région, mais si vous me tendez la perche, je vais la saisir. Non, d'abord, je voudrais dire qu'on travaille déjà avec le train. La région Pays de la Loire travaille déjà avec le train. On a des contacts au niveau politique, au niveau technique avec le train pour ça. Pourquoi ? Parce qu'on est on est très favorable, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce qu'il y ait des nouveaux acteurs qui viennent sur le réseau ferroviaire, parce qu'on est conscient, dès lors qu'ils s'arrêtent, je veux dire, dans nos gares, parce que ça va augmenter, ça va densifier l'offre au service des habitants, des voyageurs.
La deuxième chose, c'est que soit pour pouvoir accéder à notre région, soit pour pouvoir aller vers d'autres régions depuis notre région, et puis aussi même peut-être pour pouvoir caboter, c'est-à-dire aller d'une ville à l'intérieur de la région à une autre ville. Donc ça nous intéresse beaucoup. Évidemment, pour que ça soit efficace, efficient, ça s'organise. Donc il faut regarder à quels horaires le train circulera par rapport aux autres compagnies, aux autres offres, voir si ça s'interface bien, si ça peut être distribué de manière intelligente pour que les usagers, les clients, les habitants puissent facilement accéder aux titres de transport, pouvoir passer d'une offre à une autre de manière un peu fluide. Donc tout ça, ça se travaille, mais je crois que vous en reparlerez peut-être cet après-midi notamment. Mais c'est un sujet important, la distribution. Après, je voudrais citer un chiffre qui me semble important, c'est qu'on a repéré, enfin, moi j'ai en tête en tout cas que à peu près 25%, un bon quart, voire un peu plus, des gens qui prennent le TER, ils le prennent en correspondance avec un train longue distance, principalement des TGV, mais peut-être aussi des intercités, etc. Donc c'est pas trivial. C'est pas trivial à la fois pour nous, parce que ça veut dire qu'on peut remplir nos TER par des gens qui viennent en correspondance d'autres trains, mais c'est pas trivial pour vous non plus. Parce que si les gens trouvent facilement un TER pour pouvoir finir leur trajet quand ils envisagent de prendre votre train, eh bien, ça sera d'autant plus intéressant pour eux de prendre le train. Donc là, on voit bien que cette question de l'intermodalité, déjà entre les offres ferroviaires, elle est très importante, puisqu'on a quand même aussi une région dans laquelle il y a pas mal de lignes, ce qu'on appelle les petites lignes, qui permettent de desservir ces villes moyennes dont vous parliez. Les villes moyennes, j'ai noté avec satisfaction que le train prévoit de s'arrêter à Angers. Je suis angevin, c'est une ville importante dans notre région, mais ça nous intéressera de regarder comment un jour le train pourrait s'arrêter à Saumur, à Laval. Voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille. On a noté que vous prévoyez de vous arrêter à Tours, à Angoulême. Donc tout ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de développer les connexions entre tous ces territoires. Et nous, on est convaincus que cette notion, la première condition pour répondre à la question de Gilles Bansard tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que les gens vont prendre le train davantage, qu'il va y avoir du report modal, c'est qu'il y aura plus d'offres, plus de solutions. Après, il faut qu'elles soient accessibles, comme je le disais, mais plus d'offres. Et donc, à ce titre-là, c'est vraiment la condition première. La deuxième condition, c'est qu'on travaille beaucoup plus sur l'intermodalité, à la fois dans les offres d'intermodalité, donc TER et grandes lignes. On développe beaucoup le transport à la demande dans notre région pour rejoindre des pôles multimodaux, des centralités, etc., pour pouvoir permettre aux gens de se rabattre. Mais il faut aussi qu'on travaille sur la culture de l'intermodalité, c'est-à-dire que accepter que ça peut être intéressant même si j'ai une rupture de charge, voilà, parce que comme le disait Yann tout à l'heure, en fait l'enjeu c'est la compétition avec la voiture individuelle. Il faut qu'on gagne qu'on gratte qu'on réduise l'écart qu'il y a entre la perception que je peux avoir que ça va être plus simple, plus rapide, plus confortable, plus sûr de prendre ma voiture individuelle plutôt que le train. Et donc ça, c'est un enjeu énorme. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Vous Énorme. souligniez tout à l'heure fort justement que le trafic induit, c'était environ 25%, 25-30% selon les endroits et les études. Mais les voyages en correspondance concentrent toutes les critiques. Absolument. Ça remonte très fortement. Voilà, le micro est revenu. Ça remonte très fortement dans toutes les enquêtes que mènent l'ensemble des transporteurs. Les voyages en correspondance concentrent les critiques sur des défauts d'information, des défauts de qualité de service, etc. Et il se trouve que la région est en responsabilité de cette question multimodale. Donc c'est aussi un travail à faire avec l'ensemble des acteurs. C'est vraiment le principal travail, je pense. Voilà. Après l'augmentation de l'offre, il faut vraiment d'abord augmenter l'offre. Parce que travailler sur la multimodalité, si derrière il n'y a rien, ça ne sert à rien. Voilà. Mais une fois qu'on aura enclenché ce développement de l'offre, et vous savez qu'ici, dans la région, c'est quelque chose auquel on travaille activement, derrière, le sujet, c'est convaincre, c'est assurer, avoir une réassurance.
s'assurer que je vais avoir une solution qualifiable, j'ai confiance dans cette solution. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Et c'est une compétition qu'on mène avec la voiture individuelle, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Oui, merci. C'est très intéressant parce que je vois que vous avez déjà beaucoup réfléchi à l'insertion de ces différentes offres de mobilité. Mais c'est véritablement la conquête de l'Ouest qui vous attend, si je puis dire, parce que je regardais les travaux de l'ART. La desserte des Pays de Loire, à partir des Pays de Loire vers les régions voisines, c'est 95% en voiture pour la Bretagne, 95% en voiture pour la Nouvelle-Aquitaine, 97% en voiture pour la Normandie et que 49% pour Paris, parce qu'évidemment, nous avons orienté l'ensemble de l'offre vers la région Île-de-France. Mais ça donne une idée de la pertinence de ces liaisons périphériques. Et quand je dis que c'est la conquête de l'Ouest, c'est que ça commence tout juste. Probablement que la SNCF s'y intéressera aussi, elle aurait intérêt à le faire. Mais en termes d'aménagement du territoire, on est très très en retard sur ces transversales. Alors maintenant, ça m'a donné l'occasion de faire une petite introduction vers Florence Rousse et Alix Lecadre. Là, on va parler un peu des conditions d'entrée, enfin de nouveaux entrants sur le marché. Il se trouve que soit il y a de très très gros entrants nationaux, il y en a certains qui disent bon, la concurrence ça va se limiter à comment dirais-je, un échange de bons offices entre grands historiques italiens, espagnols. Bon, pour faire plaisir à Bruxelles, je vais faire un tour en Italie, mais tu viens faire un tour chez moi, et ainsi de suite. Il se trouve que nous avons de nouveaux acteurs très flexibles, très compétents, très souples, qui, je pense, mettent du dynamisme et de nouvelles visions dans l'offre. La question, c'est que c'est beaucoup de temps pour pouvoir monter une nouvelle offre. Beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. Donc, comment vous voyez, comment facilitez-vous, vous, le régulateur? J'ajoute, je voudrais rendre un hommage au régulateur. C'est un régulateur français, c'est un des plus appréciés de toute l'Europe, qui est véritablement très professionnel. Bon, Florence, je l'ai connue présidente de l'établissement public de sécurité ferroviaire. Et je dis à M. Brancourt, elle a fait une grande partie de sa carrière à la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Donc ça télescope aussi les questions de Notre-Dame-des-Landes. En tout cas, comment vous comptez faciliter les choses? D'abord, quel regard vous portez sur l'arrivée de nouveaux entrants franco-français, quand même, c'est intéressant, émanant de l'esprit d'entreprise et d'initiative. Et quelle est votre vision sur les délais qui sont aujourd'hui imposés pour pouvoir arriver à mettre en place une nouvelle offre? Alors, le ferroviaire a évidemment sa spécificité, c'est un mode lourd. Voilà la question. Je la poserai la même à Alix Lecadre, mais sauf qu'Alix Lecadre, elle sera dans un autre point de vue, puisqu'elle est opérateur ferroviaire, elle aussi, et donc c'est plutôt du côté du train. Merci beaucoup. Oui, d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que l'ART, c'est pas elle qui fait dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'en fait, le succès ou l'échec de l'évolution du ferroviaire vers une concurrence beaucoup plus importante, c'est pas l'ART, quoi. En fait, c'est vraiment les opérateurs, c'est eux qui ont tout en main. Et nous, modestement, on est une espèce de glissière de sécurité, en fait. C'est-à-dire, vous avez la Formule 1, tout ça, la route, tout ça. Et nous, on est la glissière de sécurité et on s'assure que les gens, ils dévient pas de ce qui a été prévu, quoi. Voilà, mais pas plus. Bon, cela étant, on fait tous les efforts qu'on peut pour essayer de faire en sorte que les conditions de cette concurrence soient équitables, mais aussi permettre justement cette souplesse, cette fluidité qui manque quand même dans le secteur ferroviaire, puisque je viens de l'aérien. C'est vrai que c'est plus lent dans le ferroviaire. Il y a aussi que l'aérien, c'est plus facile aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de route en dur. Il y a des choses plus faciles. Bien sûr, il y a du transport international, national, régional, avec des avions de capacités très différentes, etc. Mais on ne va pas jusque des transports vraiment très, très, très locaux, c'est-à-dire avec des systèmes qui sont vraiment foncièrement différents, même à la limite dans leur approche. C'est quelque chose qui est beaucoup plus uniformisé d'une certaine façon. Alors, moi, comme on est en fin d'année, je me suis dit, voilà, finalement, on était là l'année dernière, pas ici, mais à Bordeaux, comme l'a dit M. Dansard au début en introduction. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Eh bien, depuis un an, il y a un an, il y avait déjà Trenitalia. Il y avait déjà eu une attribution d'un appel d'offres, deux peut-être.
Et aujourd'hui, il y a Trenitalia, il y a la Renfe, et puis il y a au moins 6 lots, je crois, qui ont été attribués. Et même s'ils ont été attribués en partie, même peut-être en majorité, à l'opérateur SNCF Voyageurs, je considère, moi, que le succès, c'est quand, dans notre esprit, SNCF Voyageurs n'est plus un opérateur historique, c'est un opérateur comme un autre. Et donc, il est soumis aux mêmes conditions. Il est aussi dans le système de la concurrence. Et déjà, ça, c'est un progrès, je pense, important. Voilà. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a fait en 2023 parce que je ne vais pas répéter ce qu'on a fait en 2022, c'est qu'on a continué à agir, en fait, parce que ce qui est important, c'est l'accès à l'infrastructure. C'est vraiment déjà la priorité. Et tout à l'heure, on parlait des correspondances. C'est vrai que si on ne peut pas faire de correspondance entre un transport à grande vitesse ou un transport classique ou un transport régional, que la personne, elle n'est pas certaine, et c'est même pas une question d'un retard de 5 minutes, c'est une question juste de fiabilité. Elle n'est pas certaine d'avoir sa correspondance, elle ne viendra plus. Donc ça, c'est déjà, c'est imparable. Donc, on agit, nous, sur SNCF Réseau. Pour qu'il y ait un réseau en bon état, donc qu'il y ait le moins possible d'incidents. 2, pour que l'attribution des sillons aux entreprises soit sûre, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont attribués, on ne les leur retire pas au dernier moment, et y compris lorsqu'il y a un programme de travaux que par ailleurs on leur demande. Et voilà, donc ils sont un peu tirés par les deux bouts, mais il faut qu'ils y arrivent. C'est-à-dire, donc en fait, c'est là-dessus qu'on agit. Et en 2023, on a amené à faire des injonctions, voire à prendre une sanction à l'égard de SNCF Réseau sur des questions d'attribution de sillons, de clarté vis-à-vis des entreprises sur les sillons qui sont en droit d'avoir et d'attendre. Voilà. Et pour l'année qui vient, en fait, on a engagé un travail sur ce qu'on appelle les accords de capacité, puisque c'est un sujet qui, d'ailleurs, au niveau européen, est en train de monter. Il y a un projet de texte européen sur le sujet, pour que, au moins, les entreprises ferroviaires qui exploitent ont une visibilité sur les sillons qu'ils auraient. Et s'ils ne les avaient pas, il y aurait des pénalités. Hein. Donc, une espèce de système incitatif pour pouvoir effectivement tabler de façon sûre et certaine sur leurs horaires. Et alors, je pense que les accords de capacité, ce n'est qu'une étape. Parce qu'à un moment ou à un autre, on viendra dans quelques années à parler d'horaires beaucoup plus précis. Et d'ailleurs, Monsieur Gétraud a déjà entamé ça. Quand il dit « je dois pouvoir faire dans la matinée », ça veut dire que l'horaire, c'est plus à 2 heures près. Il y a un jour où ce sera un peu plus précis que ça. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, la question, elle est déjà à ce niveau-là, parce que justement, on a la chance qu'on a un réseau qui a beaucoup de capacité. C'est-à-dire, il y a de la place. Au moins, ça, c'est déjà bien. Donc, il n'y a pas encore de conflit d'horaire très précis, premièrement. Et deuxièmement, il y a une demande qui est fabuleuse. C'est-à-dire, effectivement, une demande satisfaite, non, qui est vraiment fabuleuse. Bon. L'autre chose, c'est qu'on agit aussi pour qu'il y ait un accès aux installations de service. La maintenance, enfin, toutes ces petites choses qui font que l'exploitation se déroule de façon fluide. Et pour ça, on approuve les documents, on appelle documents de référence, donc du réseau pour le réseau, et des SNCF Voyageurs pour les installations de maintenance. Il y a un autre sujet sur lequel on va se pencher dans l'année qui vient, qui, j'avoue, me préoccupe un petit peu, c'est que va-t-il se passer au niveau de la disponibilité des matériels roulants ? Et donc là-dessus, on va lancer une réflexion en liaison avec le PSF, justement, pour savoir finalement quelle est la visibilité sur les matériels roulants et qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour qu'il y ait une plus grande fluidité d'échangeabilité des matériels roulants en Europe. On avait déjà fait une étude sur le sujet, mais côté équipement de bord, notamment avec les équipements ERTMS, on va essayer d'approfondir ça et d'aller un petit peu plus loin pour finalement voir s'il y a des freins et lesquels dans ce domaine-là. Et puis, on agit aussi, on parlait des systèmes de distribution, mais c'est plutôt cet après-midi, on a une compétence qu'on a commencé vraiment, mais qui est encore balbutiante, je dois dire, mais on progresse aussi, nous, quand on prend des compétences petit à petit, c'est sur justement les données de mobilité
et les systèmes numériques de mobilité. Et là-dessus, il va y avoir des textes européens. Il y a un projet en cours qui va donner une assise pour effectivement que la distribution, la billetterie, etc., soit quelque chose qui soit fluide, parce que quelqu'un qui va prendre une correspondance, il a besoin d'avoir un billet, il ne va pas aller à 3 guichets différents pour avoir ses correspondances. Donc ça paraît très important, mais c'est plutôt pour plus tard. Voilà. Je ne sais pas si... J'ai pas été complète parce qu'on fait plein de petites choses un peu partout, mais je pense qu'on a... Enfin, petit à petit, en fait, on approfondit des nouveaux champs. Et on est à disposition et à l'écoute des entreprises ferroviaires présentes et futures pour justement être à l'écoute de quels problèmes vous avez, comment les résoudre, et finalement aller explorer des choses. Et ça agit soit par des actions vis-à-vis de SNCF Réseau ou d'autres, qui sont des actions qui s'imposent, mais aussi par des réflexions pour lesquels on associe tout le monde sous forme d'études, de choses comme ça, mais qui font avancer, je l'espère, nous l'espérons, qui feront avancer petit à petit le schmilblick, mais plutôt en tant que participation finalement à la réflexion générale. Vous avez effectivement plusieurs rôles, merci de les avoir rappelés, d'encouragement aux nouveaux opérateurs, d'incitation à la performance et de respect des règles. Sur ce dernier point, l'autorité de la concurrence vient de sortir un rapport assez volumineux. Il a listé un certain nombre de barrières, aussi bien sur les services librement organisés que sur le transport conventionné. Est-ce que vous partagez leur constat ? Oui, en gros, bon, on les avait rencontrés, évidemment. En gros, oui, on partage leur constat sur ces sujets-là. Je sais qu'ils ont soulevé notamment la question de l'indépendance du gestionnaire de réseau. Sur ce sujet, on a également une action on n'a pas une compétence totalement, disons, très, très forte, mais néanmoins, on surveille ça. Et SNCF Réseau est dans l'obligation d'avoir un code de bonne conduite à ce sujet. Et donc, dans nos perspectives pour l'année qui vient, c'est de s'assurer que SNCF Réseau applique ce code, mais pas comme un document qu'on lit, quoi, et qu'on a sur le coin de son bureau, mais comme un processus actif, comme une démarche qualité, un processus itératif. Mais sur le fond, enfin, je dois dire très clairement, nous ne pensons pas que dans la pratique, les gestionnaires qui attribuent les sillons à SNCF Réseau ne soient pas équitables. Ils le sont. Le problème, c'est plutôt qu'ils ont peut-être un esprit qui n'est pas tourné peut-être vers des innovations que vont proposer les entreprises. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de sujet, opérationnellement parlant, il n'y a pas de sujet sur l'indépendance des SNCF Réseau. Néanmoins, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, parce que du fait de l'organisation du groupe, telle qu'elle est, ça peut être une barrière psychologique, à la limite, dans la tête des nouveaux entrants, plus que dans la réalité, mais quand même, donc autant le vérifier, quoi. Voilà. Bon. Une barrière malgré elle. Oui. En tout cas, le régulateur, l'ART, a amené une véritable valeur ajoutée, à la fois dans la transparence du secteur. J'invite tous ceux qui n'y auraient pas été à visiter le site et à aller voir l'Observatoire des mobilités, où il y a pratiquement tout. C'est vraiment très intéressant. On n'avait pas ça jadis, hein. Tout ça était totalement obscur. Et puis aussi, vous dites, bon, on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais enfin, vous avez quand même eu des empoignades assez rudes avec l'opérateur historique, judiciaire même. Enfin, voilà. Dernière. Que ce soit sur la disposition des données ou même sur les sillons, où plusieurs fois vous avez sifflé SNCF Réseau. Et jusqu'à présent, vous vous êtes comporté, je crois que c'est très important, en arbitre impitoyable, mais vous n'avez jamais interféré sur les règlements et vous n'avez pas pesé sur la décision politique. Et c'est ça un régulateur. Le régulateur, c'est l'arbitre, hein, au milieu du terrain. C'est pas lui qui fait les règles, mais il les fait respecter. En tout cas, je crois que c'est très précieux. Bon, ni les règles, ni la politique de transport. Voilà. Mais par contre, on essaie d'être objectif et d'appliquer objectivement les choses en prenant en compte les contraintes de tout le monde, que ce soit des gestionnaires de réseau, des opérateurs, des centres de maintenance. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Alix Lecadre, qui, elle, est aussi une praticienne de l'ouverture à la concurrence, mais en tant que représentante d'un exploitant assez prestigieux, qui est Transdev, qui longtemps été et toujours le deuxième exploitant ferroviaire français après la SNCF, loin derrière en matière de taille et de volume, et qui a été pendant des années interdit de France. C'est-à-dire qu'ils développaient leurs compétences à l'extérieur. La France était le monopole.
Et par contre, sur d'autres marchés, Transdev opérait. Aujourd'hui, Transdev rentre sur le marché français. Avec assez de discernement d'ailleurs. On aurait pu s'attendre à ce qu'il soit candidat un peu à tout. Et donc j'aurais voulu que vous délivriez votre expérience à la fois sur la façon dont vous êtes entré sur PACA, parce que là il y a une décision de la région aussi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement le cadre législatif et réglementaire à celui de la concurrence, mais il faut que les AOM soient d'accord, les autorités organisatrices. Voilà. Et puis vous êtes prêt à rentrer, je ne sais pas s'il faut le dire, mais enfin, sur encore une nouvelle, vous êtes donc le premier sur les TER, mais sur un nouveau modèle d'ouverture à la concurrence, qui est cette fois, sont des réouvertures de lignes avec un paquet lié, réseau, c'est-à-dire à la fois ils rénovent le réseau et ils mettent en place ce service avec évidemment un délai de contrat beaucoup plus élevé, mais qui permet de réouvrir des lignes. Et je crois savoir que vous allez être attributaire probablement de Nancy contre Aix-et-Ville. C'est la première fois que ce package réseau service est mis en appel d'offres. Donc voilà, votre témoignage nous est très précieux, et puis nous dire un peu quelles sont vos intentions, mais surtout, enfin, comment dire, comment vous voyez aujourd'hui l'ouverture à la concurrence en France? Est-ce que c'est facile? Quels sont les obstacles à lever encore? Beaucoup de questions qui ont été posées par Florence Ros, dont on sait qu'elles sont en cours, hein, sur les péages, sur les systèmes d'information. À Bruxelles, une grosse résistance des entreprises historiques quand même, hein, contre le fait qu'on arrive à les harmoniser. Hein. Voilà. Donc voilà, je vous pose toutes ces questions. Enfin, je sollicite votre témoignage, Alix. Merci Gilles. Donc effectivement, Transdev a décidé de s'implanter sur le marché ferroviaire français. Et on est très honoré de la confiance qu'a pu nous faire la région Sud en nous confiant, à partir de juin 2025, les opérations sur la ligne Marseille-Toulon-Nice. S'implanter sur un nouveau marché, ça implique effectivement de faire des choix, de faire des gros développements en termes de systèmes d'information, en termes de développement des compétences en interne à notre entreprise. Et comme tu l'as dit, on opère depuis 20 ans en Allemagne dans le cadre de l'ouverture du marché ferroviaire là-bas. Et c'est pas juste, on fait des choses à l'étranger, regardez, on sait faire à l'étranger, finalement, on fera très très bien en France. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Notre expérience allemande aujourd'hui, elle est précieuse au quotidien en fait. On s'en sert tous les jours pour répondre aux appels d'offres, pour répondre aux demandes des autorités organisatrices, pour alimenter le dialogue avec l'ensemble des autorités organisatrices, bien au-delà en fait de ce qu'on peut faire dans le cadre des appels d'offres. Transdev se positionne comme un acteur pour développer l'offre ferroviaire et l'offre de mobilité de façon générale ici. Notre intérêt, c'est qu'il y ait plus de gens dans les transports publics, qu'ils soient ferroviaires, qu'ils soient également routiers, puisque un transport ferroviaire, c'est lourd, donc c'est contraint, mais néanmoins, ça ne peut fonctionner qu'avec un écosystème autour. Et on est particulièrement attentif dans nos travaux à cette articulation avec les autres modes, à promouvoir le ferroviaire là où c'est vraiment utile, pour que finalement, il y ait de plus en plus de gens qui fréquentent les trains, qui fréquentent les autocars, et l'ensemble de notre système de mobilité, plutôt que de prendre leur voiture tout seul. Donc voilà, notre investissement, je disais, on s'appuie beaucoup sur nos collègues allemands. Typiquement, on crée un système d'information. Et ça peut paraître très technique et barbare et rébarbatif, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Puisque si on veut améliorer le service aux usagers et le fait qu'ils viennent et qu'ils reviennent finalement, par exemple, il faut améliorer l'information. Améliorer l'information quand on est un nouvel entrant, finalement, c'est peut-être plus simple que pour l'opérateur historique qui, lui, vit avec un système qu'il a développé tout au long du temps. Et il a un héritage. Et c'est pas sale d'avoir un héritage, mais par contre, il faut l'assumer. Et c'est pas toujours simple, notamment sur des sujets technologiques. Nous, on a la chance, en tant que nouvel entrant, finalement, d'avoir cette agilité et de pouvoir nous mettre à l'état de l'art avec ce qui existe aujourd'hui comme solution. Et dans cette attention particulière qu'on a eue sur l'information du voyageur, sur le fait d'avoir une information fiable, une seule source,
quel que soit l'agent qu'aura la personne en face de lui ou le moyen d'information finalement. Nous, ça nous est très utile. Donc, on a développé un système qui est unique. L'information, elle a une source unique. Elle vient d'un seul endroit et tout le monde se réfère à la même information. Et ça nous semble indispensable pour améliorer l'information des voyageurs tout au long de son parcours, pour qu'il ait envie de revenir et qu'il ne se dise pas, je prends le train, ah oui, mais finalement, je ne sais pas quand j'arriverai, je ne sais pas quand je vais partir, je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, donc ça, typiquement, c'est un de nos avantages en tant que nouvel entrant, c'est d'avoir cette agilité pour développer un système qui marche différemment de celui de la SNCF, qui marche aussi différemment de ce qui se passe dans certaines de nos exploitations en Allemagne, puisque on apporte les solutions qui marchent, et puis on apprend aussi des erreurs qu'on a pu faire aussi, puisque là-bas, on a aussi un héritage technologique, et on peut apprendre de ce qu'on a fait là-bas, bien évidemment. Il y a un aspect qui est très important pour les nouveaux opérateurs, c'est la prise de risque et l'évaluation du risque. Elle existe évidemment de façon très forte sur les services librement organisés, mais elle existe aussi sur les transports conventionnés. Risque trafic, qu'est-ce qu'on s'engage ou pas? Comment Transdev appréhende cette question aussi d'abord sur les transports conventionnés au moment de répondre à un appel d'offres? Comment vous voyez le système en ce moment de ce point de vue du risque? Le risque, il peut avoir bien des visages. Je pense qu'il y a d'abord un risque sur notre capacité future à vraiment honorer la promesse qu'on aura faite à l'autorité organisatrice. Quand on répond qu'on pourra augmenter la fréquentation, quand on répond qu'on pourra augmenter la ponctualité, pour nous, c'est important de s'assurer qu'on saura le faire après. Et dans cette perspective, pas de fausses promesses, c'est ça? En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Quand les trains rouleront, vous jugerez sur pièce, mais en tout cas, notre préoccupation au quotidien, quand on fait nos offres, quand on est dans la phase de mise en exploitation, par exemple en région sud, c'est vraiment de s'assurer que demain, on pourra réellement faire rouler nos trains à l'heure de façon ponctuelle et en qualité. Et pour faire ça, on a besoin d'informations de la part de l'autorité organisatrice, de la part de SNCF Réseau. Je pense que les prochains appels d'offres se dérouleront sur des étoiles ferroviaires où la qualité de l'infrastructure est parfois un peu inégale. Quand il y a un ralentissement, on ne fera pas mieux que la SNCF. On respectera le ralentissement sur le réseau. Encore faut-il savoir qu'il y en a un. Encore faut-il savoir que sur la ligne sur laquelle on répond, il y a un risque que demain, la vitesse soit divisée par 2. Parce que nous, on aura un parc de matériel roulant qui aura été dimensionné sur le service demandé par l'autorité organisatrice. Il faut 3 trains de plus pour faire le même service parce que finalement, les trains roulent 2 fois moins vite. Ça ne pourra pas aller. On n'aura pas la réserve que peut avoir la SNCF du fait de l'effet de masse, finalement, aujourd'hui. Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants pour nous. Connaître l'état de l'infrastructure aujourd'hui, connaître son évolution dans les années à venir, les risques qu'il y a sur les différentes portions de ligne, pour que nous soyons capables, dans cette phase d'appel d'offres et de dialogue en fait, avec la région, d'avoir un contrat qui nous permet de couvrir ces risques justement liés à l'état de l'infrastructure, d'imaginer les solutions qu'on pourra mettre en œuvre à ce moment-là. Si on n'a pas ça, difficile finalement de s'engager sur un quelconque taux de ponctualité ou de réalisation du service. La SNCF, du fait de l'intégration du groupe, bien évidemment, et puis du fait qu'elle opère aujourd'hui sur ces lignes-là, a ces informations. Aujourd'hui, nous ne les avons pas, et ça, c'est un des enjeux majeurs, à mon avis, des prochains appels d'offres. Voilà, ça, si je peux citer un risque particulier, c'est celui-là. Couvrir les risques inhérents à cette entrée sur le marché, pour nous, c'est bien évidemment faire beaucoup d'études en amont, beaucoup de visites sur le terrain, pour comprendre finement comment le réseau fonctionne. Il ne s'agit pas de dire il n'y a qu'à Faucon, on fera comme on a envie et selon notre idée, parce que finalement, on peut tout bousculer. Ce n'est pas du tout le cas, et ce n'est pas ce que les régions attendent, hein, d'ailleurs. On notera que dans le cadre des appels d'offres auxquels on a répondu, il y avait une très très grande attention des régions au respect des règles existantes, des fonctionnements existants sur les réseaux, et que nous nous inscrivions dedans pour garantir finalement le bon fonctionnement global du système. Oui, merci. Donc ça veut dire qu'il y a encore des progrès à faire dans
je veux dire, la séparation interne à SNCF entre les prérogatives de SNCF Réseau et les prérogatives d'exploitation, probablement. Parce que les données, vous nous dites que SNCF les a. Si c'est SNCF Réseau, elle doit les rendre publiques. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... c'est consubstantiel même aux premières directives européennes qui datent de 20 ans. Donc, je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui dire, bon, attendez, il faut aller arracher ça comme une dent de sagesse. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses, des données qui sont encore, je veux dire, qui sont dans la branche voyage, un voyageur de SNCF, et qui peut-être devraient être aujourd'hui un peu plus ouvertes pour faire en sorte que les nouveaux entrants soient d'emblée efficaces. En tout cas, c'est un enjeu, à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, qui dépasse très largement la petite chicaya concurrentielle. Si le train marche mal, il y aura un très gros désenchantement. Il ne faut pas exclure des retournements de l'opinion vers le mode routier. On a intérêt à réussir. On a intérêt à réussir la réponse à l'offre qui augmente et faire en sorte que ça se passe de la façon la plus fluide possible. Indéniablement, mais j'ai envie de dire, il y a des choses... Enfin, le fait que la SNCF dispose de l'information, j'ai envie de dire, c'est encore heureux, parce que c'est eux qui opèrent. La question, c'est quand on fait une étude, par exemple, sur le RER métropolitain de Caen, de Reims, de Nantes, de Bordeaux, aujourd'hui, SNCF a l'information, nous ne l'avons pas. C'est dommage, puisque demain, on va répondre finalement sur des lots qui comprennent une partie de ces futurs RER métropolitains. Si on veut être pertinent dans notre vision du fonctionnement du réseau, du fonctionnement de ces étoiles ferroviaires, on a aussi besoin de savoir où en est la réflexion de la puissance publique sur ce sujet, quels sont les horizons de temps, quelles sont les envies en fait des autorités organisatrices. Donc c'est à ce niveau-là, nous considérons que toutes ces études qui sont aujourd'hui financées par de l'argent public doivent aussi être mises sur la place publique pour que l'ensemble des opérateurs puissent s'en saisir. Et d'ailleurs, on peut s'en saisir dans le cadre de nos appels d'offres, mais je pense que c'est aussi important pour Alain Gétraud d'avoir accès à ces informations-là pour programmer ses futurs services. Je crois que Roque-Brancourt veut répondre et aussi Florence. Et après, on passera à Merci. Carbonel. Je voulais simplement réagir à ce que dit Alix Lecade pour dire qu'en effet, ça fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons côté région Pays de la Loire, sur comment est-ce qu'on peut, en s'appuyant sur les retours d'expérience de la premier appel d'offres que nous avons mené, comment est-ce qu'on peut améliorer encore la qualité du partage d'informations entre la région autorité organisatrice, SNCF Réseau, et les opérateurs candidats ou susceptibles d'être candidats sur de futurs lots, le plus en amont possible, et puis ensuite tout au long de la procédure. Il y a aussi ce besoin, je pense, de pouvoir interagir tout en respectant les règles du Code des marchés, etc. Donc c'est un point d'attention sur lequel on travaille très étroitement pour bien comprendre comment ça peut contribuer. Parce que de ce point de vue-là, je pense que sans être... chacun, après, a sa part de responsabilité. Et vous disiez, madame, que les opérateurs étaient les premiers acteurs de la réussite de l'ouverture à la concurrence et du développement de l'offre. Mais les autorités organisatrices et les autorités de régulation ont un rôle important aussi pour apporter cette garantie et faciliter vraiment cet accès à l'information et cette compréhension de l'état de l'infrastructure, de son évolution. Florence, vous voulez réagir 30 secondes? Oui, c'est un sujet absolument majeur, en fait, dont j'ai parlé quand j'ai évoqué la question de l'état de l'infrastructure et la garantie qui est donnée aux opérateurs ferroviaires sur la possibilité de rouler et dans quelle plage horaire, quoi, et de respecter leur planning, quoi. Et en fait, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec SNCF Réseau. Déjà... SNCF Réseau donc est, comme je disais tout à l'heure, tiré entre la question, c'est la question des travaux en fait qui cause vraiment un vrai sujet. C'est-à-dire ils ont un réseau en mauvais état, ils doivent faire énormément de travaux. Il arrive ils donnent des sillons aux entreprises et qu'ensuite ils les leur retirent parce que finalement ils vont faire des travaux. C'est pas acceptable. Donc c'est là-dessus qu'on a beaucoup agi cette année. Donc je disais, on a même fait quelques injections un peu sévères. Mais pour l'avenir, en fait, SNCF Réseau, on suit ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire ils essaient, je crois qu'ils ont compris le sujet, ils essaient en fait au niveau régional d'améliorer la concertation
exemptés. Donc il y a cette question de définir au niveau régional des plans d'exploitation à 5 ans qui sont discutés, concertés, etc., y compris sur l'état du réseau, les priorités en matière de travaux, etc. Et puis sur les travaux plus particulièrement, il y a un autre projet sur la planification des travaux qui également est en cours. Et donc... Mais pour l'instant, voilà, il faut encourager SNCF Réseau à améliorer encore ça. Et d'ailleurs, pas forcément limité au niveau régional, mais peut-être d'envisager aussi quelque chose de plus large, parce que toutes les entreprises ferroviaires ne font pas que des transports intra-région. Donc, il faut aussi qu'elles aient l'information sur l'ensemble du parcours. Et ça, pour l'instant, c'est vu déjà, c'est pas encore complet et bien rodé, et ça reste au niveau régional. Donc il faut que ce soit bien rodé et que ça s'étende au-delà du niveau régional. On peut peut-être en profiter, Gilles, pour demander à ce moment du débat à Alain Gétrou ce qu'il pense des contrats cadres. Est-ce que c'est susceptible de rassurer les opérateurs ou est-ce que ça les inquiéterait parce que ça ferait des formes de, peut-être pas de cartel, mais en tout cas de verrouillage un peu du marché autour de quelques opérateurs ? Alors, oui, merci Gilles de me donner la parole. Moi, je voulais rebondir au propos de Florence Rousse. Alors déjà, je vais revenir sur l'autorité de régulation en France. On a effectivement beaucoup de chance, parce que d'une part, le cadre en France est très bien fait, enfin le cadre européen et le cadre en France est très bien fait sur la capacité. On a la chance d'avoir une autorité de régulation qui est à l'écoute, qui est sachante, qui est experte. Et franchement, c'est un réel plaisir, je le dis, c'est très sincère dans les échanges qu'il peut y avoir entre les équipes de l'autorité de régulation et le train. Mais ça ne suffit pas tout à fait. Voilà, vous avez utilisé une métaphore avec la glissière de sécurité. Moi, j'ai l'impression que des fois, c'est plutôt juste une démarcation de la sortie de route, mais nous, on aimerait que ça soit un mur. Voilà. Et si vous êtes arbitre, il faut faire respecter les règles. Et il n'y a pas forcément de malveillance des équipes sur le terrain. Ce n'est pas du tout ça. C'est un sport de gentleman. Mais il faut que les règles soient respectées, qu'on soit un outsider ou voilà, qu'on soit celui qui est bien installé. Et c'est vraiment important parce que sinon, Alix l'a très bien dit, si on ne dispose pas de l'information, si on ne dispose pas d'une équité de traitement, on ne joue pas dans la catégorie et on part avec un énorme handicap. Et vous avez des points, alors il y a ce sujet-là, mais il y a aussi la temporalité. C'est important que vous ne constatiez pas uniquement les écarts, mais que vous puissiez avoir une interaction rapide. Même sans parler d'écart, vous avez évoqué les facilités de maintenance. C'est un point crucial pour nous, les facilités de maintenance. Donc votre action, elle est déterminante pour nous. Et pour derrière, c'est pas que pour nous, que pour les compagnies, c'est pour créer de l'offre, c'est pour l'utilisateur final. Et enfin, il y a un dernier point sur lequel je veux vraiment insister, c'est les accords cadres de capacité. Autant les accords cadres de tarification sont importants pour nous. C'est important qu'on ait un allègement des conditions de tarification les premières années pour permettre le ramp-up, pour permettre l'acquisition de clientèle. Et ça se fait plutôt bien. Ça se fait plutôt bien avec le gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau. Ça se fait plutôt bien avec les gestionnaires d'infrastructures privés, l'ISEA ou autres. Par contre, les accords cadres de capacité, je suis désolé d'être un tout petit peu technique, il faut faire attention de ne pas verrouiller le système. Le marché, il n'est pas du tout mûr. On n'est pas à se marcher les uns sur les autres. On n'a pas su saturer le réseau. Enfin, je pense que Mathieu Chabanel, d'ailleurs, SNCF Réseau, partage ce constat. Donc, il faut qu'on trouve un espace de discussion. Il ne faut pas qu'on sorte, excusez-moi l'expression, le canon pour tuer la mouche là-dessus. Il faut encore créer de l'offre. Il faut encore expérimenter. Moi, le besoin dans 10 ans, dans 20 ans, je ne le connais pas. Et je n'ai pas envie de le connaître. J'ai envie de m'adapter aux besoins. J'ai envie de m'adapter à l'envie des clients. Et le réseau, la capacité, le système tel qu'il est conçu aujourd'hui le permet. Donc bien sûr qu'il faut qu'on fasse attention à pouvoir respecter les besoins de chaque opérateur, l'équité de traitement. Mais encore une fois, le système est plutôt bien fait. Il y a un espace de discussion, il y a des règles d'arbitrage qui sont sensées, qui sont cohérentes. Appliquons-les, testons, revoyons-nous peut-être régulièrement sur le sujet. Les travaux sont un sujet. Les travaux sont un sujet, et en particulier les travaux de jour, c'est un énorme sujet pour nous. Mais effectivement, SNCF Réseau a besoin d'intervenir. C'est dans notre intérêt. Mais attention de ne pas transformer ces accords cadres de capacité en des sortes de franchises
parce qu'on n'en est pas là. Et je pense qu'il y a encore besoin de beaucoup de créativité, besoin de beaucoup de diversité d'offres avant d'en arriver à resserrer le fonctionnement ou le rendre beaucoup plus rigide. C'est déjà compliqué, hein, et on joue le jeu. Il faut être très en amont sur la réservation capacitaire. Ça mobilise beaucoup de ressources chez les opérateurs, chez Transdev, chez les autres. Donc voilà, juste une attention sur le sujet. Merci Alain Gétraud. Oui, Florence. En 2 mots simplement. On va passer ensuite à nos les deux accords autres. de capacité en 2 mots. Vous prêchez une convaincue, parce que moi, personnellement, venant de l'aérien, j'estime que tout le monde devrait avoir droit au même accord et que ce serait en fait une règle générale applicable à tous, en fait, et pas des accords bilatéraux. Bon. Je constate cependant que l'ensemble du secteur, par ailleurs, et les autres pays, puisqu'on a fait une étude sur le sujet, sont à fond pour les accords de capacité, constatant que c'est que comme ça que finalement le marché se déverrouille. Alors, moi, ça ne me gêne pas trop, mais comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est assez important parce que justement, il y a de la place. C'est parce qu'il y a de la place que c'est pas que c'est bon, et c'est important compte tenu de la quantité énorme de travaux justement que doit faire le gestionnaire de réseau, parce que du coup, ça garantit. En fait, on donne des sillons. Il n'y a pas de problème pour les données, mais justement, l'accord de capacité, il sert à dire je ne vous les reprends pas. Donc, c'est plutôt dans cette optique-là, mais je pense que c'est effectivement une étape vers un autre schéma ultérieur dans 2-3 ans. Je pense 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Merci Florence Rousse. Bon, je vais maintenant passer la parole à l'intrus bienvenu, qui est Julien Carmona. Pourquoi un intrus bienvenu? Parce qu'on voit rarement un banquier dans un colloque ferroviaire. Jusqu'à présent, ce sont des interpellations à la puissance publique pour savoir si la dépense publique est suffisante ou pas suffisante. Elle n'est jamais suffisante, voilà, évidemment. Et là, il se trouve que, bon, nous avons avec le président d'Arkea, Crédit Mutuel Arkea, un banquier qui s'intéresse au ferroviaire et qui s'y engage. Et donc, j'aurais aimé connaître vos motivations, mais aussi vos attentes. Pourquoi vous êtes présent dans cette quête et quel est votre regard un peu extérieur en arrivant dans ce secteur? Voilà. Bien, merci Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, très heureux d'être invité ici en tant que non-expert du ferroviaire. Peut-être 2 mots pour dire voilà, ce qu'est Crédit Mutuel Arkea, à la fois en termes d'objectifs, de valeurs, aussi en tant qu'employeur, employeur du Grand Ouest, et donc confronté vraiment à la question de la mobilité pour nos salariés. Et puis ensuite, on parlera finance et financement de ce secteur ferroviaire. D'abord, qui nous sommes? Donc, nous sommes une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses clients sans actionnaire financier et qui a son berceau en Bretagne, sous la marque Crédit Mutuel de Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, sous la marque Crédit Mutuel du Sud-Ouest, et puis partout, mais partout, je dirais d'abord dans l'arc atlantique, on se sent très bien chez nous, en Loire-Atlantique également, avec cette marque Arkea qui au départ veut dire l'arc atlantique, et maintenant un peu partout en France. En termes de taille, nous sommes une banque de taille intermédiaire, comme on dit, il y a les ETI, une BTI. On est la 7e banque française, mais loin derrière les 6 plus grandes, avec néanmoins 85 milliards d'euros de crédit, que en France, que à l'économie dite réelle. Il y a particuliers, professionnels, entreprises, collectivités locales. On est une grande banque de financement des collectivités et de leurs satellites. On concentre nos efforts là-dessus et on est la banque française qui a eu la plus forte croissance depuis bien des années. Donc on espère continuer. Croissance à 2 chiffres. On est doté depuis 2019 d'une raison d'être qui est un peu longue, que je résume par sa phrase principale, qui est pratiquer une finance au service des territoires et de ceux qui y vivent. Donc ça nous introduit déjà dans le sujet. On est devenu enfin société à mission en 2022, l'année dernière. Donc voilà, le stade un peu ultime de l'engagement social et environnemental des entreprises, avec 3 piliers. Évidemment l'environnement, l'écologie, donc d'aller décarboner progressivement notre bilan et de mesurer notre impact dans ce domaine. Social, c'est très important, être une banque inclusive et solidaire. Et enfin et surtout, ce qu'on appelle contribuer à la vitalité des territoires. Contribuer à la vitalité des territoires, la mobilité, et surtout si elle est décarbonée, est un élément essentiel.
on est, je dirais historiquement, et c'est aussi une vision des grands adeptes d'une France décentralisée, d'un territoire voilà, où la vitalité est partout, et pas seulement à Paris où on n'est pas. Il se trouve que voilà, on n'a pas de filiale ou de siège là-bas. Nos sièges sont à Brest, à Rennes, à Angoulême, à Bordeaux, et dans d'autres territoires, voilà, comme Nantes, comme Aix-en-Provence, et j'en passe. Et donc, il y a un intérêt non seulement, je dirais, vital, mais même économique, à ce qu'il y ait de la substance, il y ait de la vie, il y ait de la connexion sur tous ces territoires. La question de l'environnement, elle va de soi. Hein, voilà, le train, c'est de la mobilité décarbonée. Il faut se substituer à de la voiture. On parle aujourd'hui des voyageurs. Il y a la question du fret qui est considérable. Considérable, et je dirais pas suffisamment bien traité aujourd'hui. La Bretagne, enfin tout cet axe atlantique, c'est des dizaines de milliers de camions en permanence. C'est vraiment abominable. Donc il y a un changement là aussi à opérer, mais ce sera peut-être l'objet d'un autre colloque. Donc tout ça est important, et j'oublie pas la dimension sociale. On parle de grande vitesse et des autres modes de transport. Force est de constater que le billet moyen de TGV, il est extrêmement cher. Devenu extrêmement cher sur du Paris-Bordeaux, du Paris-Rennes, etc. Sûrement des bonnes raisons pour ça. La plupart des gens ici, moi le premier, peuvent se le payer. Ce n'est pas le cas de beaucoup de salariés mal payés, et c'est vraiment un sujet. Donc quand on, je dirais, n'englobe, quand on consolide toutes ces raisons, je dirais, il y a de très bonnes raisons stratégiques et de valeurs et d'engagement de s'intéresser et de s'impliquer dans le ferroviaire. Et donc, et je détaillerai un peu, donc nous sommes devenus actionnaires de la société Le Train, premier actionnaire derrière les fondateurs, premier actionnaire financier aujourd'hui. On ne demande qu'à être rejoint par d'autres. Il y a aussi le Crédit Agricole et des fonds qui sont des fonds de la région Nouvelle-Aquitaine également, plus des investisseurs privés. Ensuite, un deuxième mot en tant qu'employeur. Donc, on a 11 000 collaboratrices et collaborateurs, 7 000 en Bretagne, 1 500 en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on voit bien l'importance à la fois d'avoir des traits d'union ferroviaires entre nos centres, entre nos régions, mais on a aussi, comme bien des entreprises, une politique de réduction assez volontariste de notre empreinte carbone. Donc sur l'empreinte carbone directe, qui est petite par rapport à l'empreinte carbone totale, qui est l'impact de tout ce que nous finançons, mais sur l'empreinte directe, 35%, ce sont les déplacements des collaborateurs, et on a décidé d'agir, et donc déjà de réduire le nombre de kilomètres parcourus. Avec, il y a des réunions pas indispensables, il y a de la visio, il y a toutes sortes de choses. Et donc, on a réduit quand même en 4 ans de 30% le nombre de kilomètres parcourus. Est-ce qu'on ira plus loin? Peut-être un petit peu. Reste le besoin de se déplacer, de se connecter. Ensuite, il y a ce qu'on a fait entre Brest, qui est vraiment le siège et le centre de gravité, 4000 collaborateurs, et Paris. En 2019, le mix de déplacement avion-train était 90-10. Maintenant, c'est 20-80. On n'a rien contre l'avion. Il y a une effectivement complémentarité des modes de transport. Mais à un moment, si on veut agir un peu sérieusement sur les émissions de CO2, c'est évidemment le train qui compte. Or, Gilles, vous l'avez dit au début, on est confronté à ce problème de crise de l'offre, de demande croissante et d'offre qui est en état de quasi-saturation. Brest-Paris, Bordeaux-Paris, enfin on est là-dedans. On ne peut plus prendre un train à la dernière minute. Donc, c'est des stratégies de réservation très à l'avance. Voilà, et c'est pas satisfaisant. Donc, c'est pas du tout pour accabler la SNCF qui a vraiment mis des moyens, qui fait des choses. Mais on est confronté à ça. Donc, ça pose des questions de grands projets, de financement, de concurrence. Moi, je suis un croyant dans les bienfaits de la concurrence. Mais il va falloir trouver une solution parce qu'on est proche du moment où cette demande ne pourra plus être satisfaite. J'en viens, et pardon d'être un peu long, à la question que vous m'avez posée, c'est-à-dire en fait la problématique du financement du secteur ferroviaire. La finance, au départ, c'est 2 paramètres. C'est assez simple, c'est rentabilité, risque. Et après, il y en a d'autres, des nouveaux, sur lesquels je vais venir. En termes de rentabilité et de risque, au fond, il y a un peu 2 choses dans le financement du ferroviaire. Il y a l'infrastructure et l'exploitation. L'infrastructure, alors on sait que c'est très compliqué, il y a des procédures d'autorisation et ainsi de suite, mais finalement, c'est quelque chose qui est relativement cadré. C'est-à-dire, on sait, sous réserve des questions, du risque ou de la certitude de déviation des coûts des projets, mais ça, on l'intègre, on sait à peu près combien ça va coûter, et derrière ça, il faut mettre des revenus réguliers,
des revenus prévisibles, donc des cash flows, qui permettent de boucler un plan de financement de projet. Donc je dirais, c'est un peu paradoxalement, c'est probablement le plus compliqué à monter, mais financièrement, une fois que c'est cadré, ça se finance en mettant ou pas des garanties, un petit peu d'argent public. Et donc, il ne manque pas, et nous y contribuons, de banques qui financent des infrastructures, de fonds d'infrastructures et de tout un écosystème qui sait financer ces projets dès lors qu'ils sont cadrés et je dirais en partie dérisqués. L'exploitation, le paradoxe, c'est que c'est beaucoup moins coûteux, il y a beaucoup moins de CAPEX, d'investissement de départ, même s'il y en a dans ce beau projet porté par Alain Gétraud et par d'autres, mais on est là dans une notion de financement d'une activité de service avec, dans la mesure où c'est nouveau, un chiffre d'affaires qui est un petit peu plus incertain qu'une infrastructure. Oui, c'est ce que j'aurais dû dire, c'est le modèle du péage. Rien de plus prévisible qu'un péage. Là, un chiffre d'affaires où il faut conquérir des clients, il faut aller sur la dimension des services et jouer tout ce jeu de la concurrence, c'est un petit peu moins simple. Néanmoins, aujourd'hui, on le fait. Et je dirais que le développement de ces capacités d'exploitation, c'est quand même intéressant pour les banques et pour les acteurs du financier, du secteur financier, parce que c'est une classe d'actifs qui n'existait pas et qui commence à exister. On a quand même besoin et envie de déployer nos capitaux. Donc voilà un peu les deux dimensions. Là où ça se corse, c'est que dans la finance, beaucoup trop souvent, les gens raisonnent par cases. Moi, je fais de l'amorçage. Moi, je fais de l'innovation. Moi, je fais du capital développement, donc je veux que l'entreprise soit rentable et 2 exercices rentables derrière. Moi, je fais de l'infrastructure et que ça. Et quand on innove, eh bien, on est au croisement de plusieurs cases. Et là, bon, si j'étais méchant, je dirais il n'y a plus personne. Non, il n'y a pas plus personne, mais il y a besoin d'innover, de sortir un petit peu de ça. Je dirais c'est intéressant, et de toute façon, il y a un besoin, mais c'est aussi pour ça que voilà, ces nouveaux projets autour du ferroviaire, autour des nouvelles mobilités, eh bien, ils sortent un petit peu des cases et ils doivent amener les acteurs de la finance à y aller. Mais je pense qu'on va y aller progressivement, tout le monde va y aller. Dernière dimension, c'est la dimension, il y a le financier, puis il y a l'extra-financier. On sait que quand on finance ce type de projet, on a un impact positif qui va au-delà de la rentabilité, tout en rappelant que la rentabilité est indispensable. Sinon, on ne parle pas du reste. Et donc, comment faire en sorte que les financeurs prennent véritablement en compte cet impact positif, le bien qu'ils font à la société, à la planète, ou la réduction du mal que nous pouvons faire par ailleurs en finançant d'autres choses. Aujourd'hui, on le fait chez Crédit Mutuel Arkea. On a même un système qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est unique en Europe, de comptabilisation de ce qu'on appelle les externalités négatives ou positives de nos actions. Chez bien des acteurs financiers, ce n'est pas encore véritablement intégré aux décisions. C'est je prends une décision financière et puis après je dis bah oui, je suis un acteur engagé, j'ai des labels, etc. Il va falloir, mais là aussi je suis optimiste, parce que tout nous y pousse, y compris nos régulateurs bancaires. On a aussi des régulateurs, on s'en plaint parfois, mais ils sont fondamentalement utiles. La Banque Centrale Européenne va nous pousser à dire attendez les banques, dans les décisions que vous prenez, maintenant vous devez intégrer de façon réelle dans les fonds propres, dans la tarification des produits, la dimension notamment du climat. On le fait, ça prend du temps, je pense que tout le monde va s'y mettre, et je voudrais terminer cette petite intervention sur ce message d'optimisme. Merci infiniment. Merci. Manifestement, depuis le temps que vous avez consacré à mieux connaître le ferroviaire, vous avez pas mal analysé de facteurs. Est-ce que vous avez aujourd'hui, pour reprendre votre typologie, vous avez envie d'aller plus loin que l'amorçage? Jusqu'où vous avez envie d'aller? Est-ce que vous pouvez nous livrer un peu votre sentiment? Évidemment, vous n'allez pas nous dévoiler votre stratégie de façon précise, mais quand même, est-ce que vous considérez que les perspectives que vous avez identifiées de développement de la demande, de développement de l'offre, de perspectives environnementales, est-ce que ça vous inciterait à aller vraiment beaucoup plus loin? Ah oui, c'est vraiment... Il n'y a aucun doute sur la volonté et l'ambition, de même qu'on a déployé beaucoup d'argent pour financer des transports publics en site propre, des bus électriques, des plateformes multimodales, dès lors qu'elles ont une dimension environnementale. On le finance ici en Loire-Atlantique, aussi à Angers, aussi à Rennes, à Marseille, enfin j'en passe. Évidemment que s'il y a une véritable classe d'actifs autour du ferroviaire qui se met en place, on ira parce que, un, elle est intéressante,
2, elle permet de travailler, je crois que c'est important, toujours avec les collectivités territoriales, qui ont un rôle fondamental à jouer et qui sont nos clients, je dirais nos partenaires. Et enfin, parce qu'il y a cette dimension écologique. Donc le but est de, voilà, petit à petit, trouver les moyens de financer des projets, voilà, aujourd'hui un peu atypiques, et de les dérisquer suffisamment pour que ça devienne quelque chose d'évident, ce que ça n'est pas encore aujourd'hui. Mais très clairement, on va y aller. Alors, on ne va pas nous-mêmes devenir opérateur de transport, ce n'est pas notre métier, mais être en financement ou en capital sur des opérateurs ou des acteurs qui ont des nouveaux modèles, on ne demande pas mieux. Oui, en tout cas, merci d'abord de cet exposé très clair, puis aussi de cette audace de pionnier, quand même, parce qu'il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui ouvrent la voie. En tout cas, dans les 4 modes de transport dominants, ceux qui ont explosé et qui ont pris la plus grande part sont ceux qui ont réussi à mobiliser des investisseurs privés. Voilà. Et le problème du chemin de fer, c'est qu'il n'a jamais mobilisé d'investisseurs privés à proprement parler aujourd'hui. Et donc, il est, si ce n'est par les emprunts de la SNCF, mais je veux dire directement derrière des opérateurs. Et c'est ce qui le distingue quand même, il faut l'avoir à l'esprit. C'est ce qui le distingue de l'aérien, qui a explosé quand le privé s'y est lancé, du maritime et de la route. Et donc, moi, je pense que vous êtes une des clés du développement du ferroviaire. Si on est attaché au développement du ferroviaire, si on est attaché à autre chose, on parle d'autre chose, mais si on est attaché au développement du ferroviaire, à un moment donné, il faut que le marché, entre guillemets, le sanctionne et dise, voilà, c'est une filière d'avenir, j'investis dans cette filière d'avenir et je suis derrière. Donc, merci de ce que vous représentez. Et maintenant, nous allons passer à la dernière intervenante, et je voudrais vraiment la remercier d'avoir répondu à notre appel, parce que, bon, personnellement, j'avais visité les chemins de fer suisses il y a un certain nombre d'années. Les chemins de fer suisses, c'est comme la montre, quoi. C'est de la haute technologie, extrêmement bien huilée. C'est unique en Europe. Alors, de temps en temps, pour comment dirais-je, pour ne pas faire de complexe, on dit oui, mais c'est particulier, c'est un petit pays. Oui, mais c'est peut-être un petit pays, mais c'est un pays compliqué, plein de montagnes partout. Bon, voilà. Donc, c'est pas très simple. Et puis, c'est pas parce que c'est un petit pays que il coule de source que le réseau soit véritablement une montre suisse. C'est-à-dire quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est les 2 grands modèles avec le Japon. Je crois qu'on doit pouvoir le dire. Les 2 grandes références. Bon, celle-ci, elle est à côté de chez nous. Enfin, du moins, elle est tout à fait de l'autre côté de la France. Je ne voudrais pas minorer l'effort que vous avez fait pour venir nous voir, et je vous en remercie encore une fois. Donc, nous allons faire passer, vous allez voir, c'est pas de la fiction, un petit clip de présentation du système de distribution de Suisse, qui est absolument remarquable. On en parle beaucoup, mais on ne le fait jamais en France. Il va falloir qu'on y rentre. Pourquoi ? Il va falloir qu'on y rentre, on en parlera cet après-midi, parce qu'on passe d'un univers mono-entreprise, centralisé, pyramidal, à un univers décentralisé, avec l'ouverture à la concurrence ou le développement de nouveaux. Donc il faut effectivement qu'on ait derrière, en contrepartie, des dispositifs d'intégration pour l'usager, ça se passe bien. Il faut pas que la concurrence soit Kafka pour l'usager. Hein. Et si on a tenu à ce que les chemins de fer suisses soient là, c'est parce que c'est pas du tout Kafka pour l'usager. Elle nous dira, Maud Zumstein, combien il y a d'opérateurs et quel est l'écosystème ferroviaire. Et vous allez voir tout de suite, on peut peut-être passer tout de suite, ou le clip. Peut-être que je vais juste expliquer l'entreprise DCF, qui est une entreprise de gestion d'infrastructures et d'entreprise ferroviaire. On est 34 000 collaborateurs à travailler pour les CFF. C'est une SA aux mains de la Confédération. Et on exploite en fait le trafic grande ligne et le trafic régional. On a des concessions qui nous sont attribuées par la Confédération. Et au niveau du trafic grande ligne, on est 3 grands opérateurs. C'est l'ICFF, le BLS et le SOB. En sachant que c'est les CFF qui ont la plus grande partie à exploiter. Et puis après, pour le trafic régional, à ce moment-là... 3 réseaux, vous voulez dire, non ? Oui, mais 3 réseaux qui exploitent mais par rapport au trafic grande ligne. Donc le trafic grande ligne, c'est vraiment, par exemple, rejoindre Genève à Berne. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que je voulais pas qu'on fasse la confusion entre les exploitants et le réseau. C'est bien 3 réseaux, hein, c'est ça ? Oui, c'est 3 réseaux. 3 réseaux, voilà. Après, il y a beaucoup plus d'exploitants. Il y a beaucoup plus d'exploitants, c'est ça. Oui. Mais par contre, pour le trafic grande ligne, on est vraiment 3 exploitants principaux. Pour le trafic régional, on est 81 exploitants de trafic ferroviaire. Et puis après, nous sommes 250 entreprises réunies sous la même
organisation qui s'appelle l'Alliance Suisse Pass. Et puis voilà, je vous laisse peut-être mettre le film. Voilà. Alors on va passer le clip. Donc c'est les 200, combien vous dites, 280, c'est ça? 250 entreprises. Voilà. Ça concerne 250 entreprises de mobilité. Donc on devrait pouvoir y arriver quand même avec beaucoup moins en France. Hein. Voilà. Allons-y. Le petit clip, s'il vous plaît. Le réseau suisse de transport public est l'un des plus denses au monde. Malgré son organisation fédéraliste, tous les rouages fonctionnent ensemble. Que ce soit en bus, en train, en bateau, en tram ou en remontée mécanique, le service direct des transports publics suisses garantit à ses clients le principe « un voyage, un billet ». Le service direct est défini par la loi. Il est réglementé, financé et réalisé depuis plus de 150 ans par la Confédération, les cantons et les communes. Cette tâche simple à écrire dans une loi nécessite un subtil travail de coordination. C'est pourquoi la branche des transports publics a créé une organisation faîtière neutre, l'Alliance Suisse Pass. 250 entreprises de transport et 18 communautés tarifaires lui ont délégué certaines compétences afin de garantir des transports publics aussi harmonisés que possible. Bien qu'organisée en tant que société simple, l'Alliance Suisse Pass est un organisme complexe. Il s'agit de concilier les intérêts de la Confédération, des cantons et des communes, mais aussi de différentes parties tierces et représentations d'intérêts. L'Alliance Suisse Pass orchestre ses forces dynamiques pour assurer un accès simple au transport public suisse. Le Suisse Pass est un élément central à cette fin. Il est la clé d'une mobilité aisée pour tous. Notre principale mission est d'harmoniser les prix et les assortiments. Mais nous définissons aussi les dispositions d'utilisation des transports publics. Par exemple, les règles de transport de poussettes, d'animaux de compagnie ou de ski. De plus, nous faisons en sorte que chaque billet soit disponible sur tous les canaux de vente. Les voyageurs se rendent rarement compte que les offres de transport public sont coordonnées, partout disponibles à la vente, valables pour différentes entreprises de transport et communiquées uniformément. Et c'est très bien ainsi. L'Alliance Suisse Pass, pour un accès simple au transport public suisse. Voilà. Et dans cette Alliance Suisse Pass, il y a des produits phares qui sont l'abonnement général. Donc l'abonnement général permet aux voyageurs de prendre le train, le bus, le bateau, tout ça dans un seul et unique abonnement. Il y en a à peu près, avant le Covid, avant 2019, il y en avait à peu près 500 000 qui avaient été vendus. On est 9 millions d'habitants en Suisse, à peu près. Et il faut savoir que nous avons plus de 3,5 millions d'habitants qui possèdent un abonnement demi-tarif. Donc l'abonnement demi-tarif, c'est un abonnement qui permet de voyager aussi sur les trains, les bus, les bateaux, à moitié prix. Et ceci toute l'année. Et après, on a d'autres abonnements en fonction de l'âge, en fonction des besoins des voyageurs, des abonnements communautaires, des abonnements par ligne, des abonnements vraiment en fonction du besoin du pendulaire, parce que c'est souvent les pendulaires qui achètent des abonnements. Néanmoins, l'abonnement demi-tarif coûte à peu près 180 francs par année, et avec ce sésame, après, obtient des prix à tarif réduit tout au long de l'année. On a mis aussi en place des billets dégreffés, donc qui permettent aux gens d'utiliser un train précis, par contre, qui est lié à un horaire, et puis là, on peut avoir jusqu'à 70% de rabais sur ce billet de transport. On développe aussi des offres de loisirs parce que finalement, on s'est rendu compte que c'était aussi important de proposer aux gens de voyager avec les transports publics le week-end. Et puis, je suis assez fière de vous expliquer qu'on a mis en place des trains qui s'appellent le Vauxalpes et le Verbier Express, qui sont des trains qui partent directement depuis Genève Aéroport et qui vont jusqu'au Châble et qui permettent après de rejoindre les remontées mécaniques pour aller skier à Verbier, avec également une intégration du titre de transport sur le Suisse Pass et des remontées mécaniques. Donc le client peut tout ça acheter via l'application ou via le système Internet. Jusqu'en haut des pistes, quoi. Exactement. Donc de la gare de Genève en haut des pistes. Sans changer de train. Et là, c'est pas des vélos que vous embarquez, c'est des skis, quoi. C'est des skis, des snowboards, exactement. C'est exceptionnel. Moi, à une époque, je ne sais pas si vous le faites encore, il y avait des billets qui intégraient le transport et le concert, par exemple. Et ça existe toujours. Ouais. Concert à Zurich ou grand match de foot.
Allez, hop, ben voilà, on vous vend un billet dans lequel vous rentrez au stade avec votre billet de train. Voilà. Oui, c'est-à-dire que sur le billet du stade, il y a le billet de train. Voyez le niveau d'intégration qui est quand même absolument extraordinaire pour l'usager. Alors, si j'ai bien compris, le Swisspass, c'est un peu comme une agence exécutive, quoi, parce qu'il y a deux types d'agences en Europe. Il y a les agences de régulation qui sont les arbitres, comme chez nous. C'est l'OFT, c'est l'Office fédéral des transports. C'est ça. Et puis il y a des agences exécutives auxquelles des organes d'intérêt public auxquels on confie une mission opérationnelle. Et là, la mission opérationnelle, c'est la distribution, y compris la tarification d'ailleurs. La tarification, la distribution, le marketing et l'information voyageur également, parce que vous parliez tout à l'heure de l'information voyageur. Et puis là, tous les entreprises de transport doivent communiquer à une seule entité. Je crois en l'occurrence que c'est nous, les CFF, qui nous en occupons. Et puis après, qui redistribuent cette information à tous les opérateurs. Donc en fait, on peut retrouver l'information voyageur identique, enfin, la même information voyageur, que ce soit que vous preniez le bus avec carte postale ou que vous preniez le train avec les CFF. Alors c'est comme les banques à l'époque des chèques, où ils se échangeaient les chèques. Vous avez une gigantesque chambre de compensation entre vos 200 entreprises, là, parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on se rencontre pour savoir combien on a pris en charge de passagers. Hein, je veux dire... Oui, donc je suppose qu'il y a une clé de financement des différentes entreprises en fonction c'est-à-dire de répartition des recettes. Exactement, il y a une clé de répartition en fonction des kilomètres qui sont effectués, soit sur les lignes CFF, soit sur les lignes du BLS, par exemple. Et puis, il y a des sondages qui sont faits parce que forcément, quand les gens achètent un abonnement général, on ne sait pas exactement le trajet qu'il va effectuer. Donc, il y a des sondages qui sont faits chaque semaine auprès d'un millier à peu près de clients pour après faire une clé de répartition. Alors vous, Maud, vous êtes responsable en région, c'est ça ? Oui, alors moi je suis manager de région, je discute des offres du trafic régional en Valais avec justement les cantons, parce que l'offre du trafic régional est subventionnée par les cantons et la Confédération, voire les communes en fonction de l'entreprise. D'accord, mais votre région, les opérateurs de votre région participent obligatoirement comment dirais-je, à l'Alliance suisse, voilà, qui est nationale, elle, c'est ça. Hein. Tout à fait. Ça ne se fait pas à l'échelle régionale, ça se fait à l'échelle nationale. Tout à fait. C'est-à-dire que je dirais que la majorité des entreprises de transport, route, rail confondues, font partie de l'Alliance Swisspass. Il y a quelques entreprises de transport ferroviaire privées, comme peut-être des chemins de fer de montagne, qui, elles, ne font pas partie. Donc, c'est encore une autre tarification pour... C'est les chemins de fer à crémaillère, quoi, c'est ça ? Souvent, exactement. Et pas toutes les remontées mécaniques non plus ne font partie de ce système-là. Il faut aussi avoir une pertinence et un nombre de clients qui les empruntent. Il me semble qu'il y a aussi le même titre, on peut utiliser le même titre, au moins dans certaines villes, pour les tramways et les bus urbains. Tout à fait. Donc après, ça s'appelle les communautés tarifaires. Et les communautés tarifaires travaillent vraiment par oui, zone. c'est ça, vous nous avez... Oui, c'est ça. Voilà, c'était aussi expliqué. Donc là, c'est encore d'autres abonnements, mais tout ça est disponible sur le Swisspass. Donc ça veut dire que vous débarquez à Genève à l'aéroport, vous pourrez prendre un pass soit d'une journée, soit d'une semaine, soit d'un mois, soit d'un an, c'est ça ? Non. Alors après, ça dépend si on est touriste ou si on est... Mais pour passer avec le même pass, pour prendre les transports collectifs à Genève, prendre un bateau qui vous envoie à Montreux éventuellement, et prendre un bus à Montreux, et puis après un train plus loin. Quoi. Avec un seul billet, vous prenez... Et puis même un téléphérique. Quoi. C'est fabuleux quand même. Le train, le bateau, tout à fait. On a l'impression, en vous écoutant, Maud Zumstein, que vous êtes en perpétuelle dynamique tarifaire, commerciale, alors qu'on avait plutôt l'impression de l'extérieur que le train en Suisse, c'était un acquis et que tout le monde le prenait. Vous avez besoin de soutenir tout le temps cette demande par vos innovations tarifaires, commerciales. Comment vous verriez un système où vous seriez peut-être juste un peu plus passif par rapport à cette question-là ? Des fois, peut-être, on se dit qu'il faudrait qu'on soit passif parce que justement, on commence à déborder et puis avoir beaucoup trop j'ai pas envie de dire qu'on a trop de clients, mais on a des fois plus assez de capacité pour transporter tous nos clients correctement. Mais on continue toujours à faire quand même de la publicité, du marketing autour des différentes offres qu'on dispose. Et pourtant, les taux de remplissage moyens ne sont pas très élevés. Souvent, nous, ici, on discute beaucoup de taux de remplissage des TER qui seraient trop faibles. Vous avez des taux de remplissage qui sont relativement modestes de vos trains express régionaux, l'équivalent de nos trains express. Alors, tout ce qui est au niveau des pendulaires, là, nous, on explose. Vraiment, on a bientôt plus assez de place. Par contre, effectivement, en dehors des horaires pendulaires, on a encore clairement de la place dans les trains. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, on ne réserve pas sa place dans le train. Donc, on prend le train, on monte dedans avec notre titre de transport, et on prend la place qui est disponible. Donc il y a vraiment une
un besoin de sans cesse renforcer l'offre, tout à fait, avec des investissements importants. Peut-être un mot sur ce qui fait aussi le secret du modèle suisse, c'est-à-dire beaucoup d'argent qui vient le financer avec... Qui vient de la Confédération, effectivement, et de nos impôts. Hein, de vos impôts des ménages. Et des taxations de l'automobile. Exactement. Voilà, il y a eu, je crois, une votation qui est enfin, nationale, hein, c'est-à-dire une espèce de référendum. Bon, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on taxe les automobiles de passage, hein, c'est ça, le transit, mais maintenant, voilà, sur les autoroutes, et qu'on les mette dans un fonds dédié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un centime qui part dans le budget général pour faire du ferroviaire. Voilà. Oui, après, on a le fonds d'investissement aussi pour tout ce qui est le maintien de la substance, hein, parce qu'on a aussi des gros travaux à faire pour maintenir nos infrastructures. Et je partage aussi ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que faire des travaux, c'est pas évident. Et le temps ferroviaire est long. Et là, je paraphrase mon CIO qui nous l'a dit lors d'un dernier forum. Le temps ferroviaire est long. Donc, effectivement, on a un réseau qui est bien développé, mais qui arrive au bout de ses capacités et qu'on doit renouveler. Et on doit transporter, parce que finalement, notre mission première en tant qu'entreprise de transport, c'est de transporter nos clients le plus efficacement possible. Donc, voilà. Quand vous entendez nos débats franco-français depuis ce matin, avec des questions relatives à la régulation, au risque, au dialogue entre les autorités organisatrices, le GCR de réseau, les opérateurs, etc. Quel est votre sentiment? Est-ce que, comme ça, à chaud, en fait. C'est compliqué chez vous, je trouve. Mais je trouve que c'est sur la bonne voie. C'est bien. Non, mais c'est important. Et puis, il faut faire ce pas. Nous, par exemple, moi qui travaille en Romandie, on se rend compte qu'on a clairement un retard sur la Suisse alémanique. Et ça, on nous le reproche. On dit, mais en Suisse allemande, à Zurich, ça se passe comme ça. Le RER est incroyable. Il y a une cadence. Toutes les 2 minutes, il y a un train. Ce que nous, on n'a pas encore en Suisse romande. Et c'est ce qu'on doit développer maintenant. Mais simplement, on n'a, à l'époque, peut-être pas eu le courage, où on ne s'est pas rendu compte que c'était important de développer nos infrastructures. Et on fait 2 gros tunnels quand même, immenses. Oui, mais pas en Suisse romande. C'est la différence. Et puis bon, on a besoin de développer parce qu'on se rend compte aussi que la population augmente en Suisse romande. Quand vous dites c'est compliqué du point de vue du jeu des acteurs, c'est compliqué aussi pour le client, vous avez l'impression, pour le passager. Quel est votre sentiment exact? Je ne suis pas sûre que le passager se rend compte vraiment de tout ce qui est compliqué, de tout ce qu'on doit mettre en place pour le satisfaire. Votre architecture est compliquée aussi en Suisse. Et compliquée, et qu'à un moment donné, on ne peut pas pousser les maisons. On a des maisons qui sont construites au bord des voies. C'est compliqué. On a le lac, on a les montagnes. On ne peut pas faire comme on veut. Donc, à un moment donné, on est aussi en train de se rendre compte qu'on va devoir construire un tunnel supplémentaire entre Morges et Perrois pour pouvoir offrir des voies supplémentaires en direction de Genève. Parce qu'on a eu une situation l'année dernière on appelait ça le trou de Tolochna. En fait, il y avait des travaux qui ont été faits. Il y a un trou qui s'est créé entre les voies. Et malheureusement, vu qu'il y a 2 lignes, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui pouvait circuler. Et c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point on est un rouage très, très important dans la mobilité de nos citoyens. Vous parliez tout à l'heure des élus qui vous soutiennent beaucoup. Est-ce que, d'un point de vue culturel, il y a une opposition entre la route, le ferroviaire, telle qu'elle a pu exister ici ou qu'elle existe encore ? Oui, je crois que des fois, on ne comprend pas pourquoi on veut encore mettre de l'argent dans les autoroutes. Mais ça, c'est mon point de vue. Parce que je travaille dans la mobilité. Il y a une réelle conscience qu'on doit continuer d'investir vraiment dans les infrastructures ferroviaires et développer le ferroviaire, notamment en Suisse romande, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est un petit peu en retard par rapport aux alémaniques. Oui, cela dit, en Suisse, la demande est naturelle. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'abonnement considérable, quoi. Ah bah oui, comme je le disais tout à l'heure, il y a à peu près 3,5 millions d'abonnements en circulation. On va peut-être faire passer la parole à ça. Oui, Roch Bancourt qui voulait un mot. Oui, merci. On a eu la chance avec quelques élus de différentes collectivités et le GART l'année dernière d'aller faire un tour en Suisse pour découvrir justement ce bijou vu de notre fenêtre qu'est le système ferroviaire suisse. Et moi, j'en ai retenu finalement trois leçons où on a retenu 3 choses. La première, c'est que historiquement, si j'ai bien compris, il y a très longtemps, il y avait eu une fiscalité qui avait été mise en place sur le transport routier pour financer des travaux qui étaient plus liés à la route, pour entretenir, créer des tunnels, etc. C'est la première chose qui a assez tôt, dans les années peut-être 70-80, basculé vers un fléchage vers le ferroviaire,
après avoir assuré la réalisation des travaux routiers, ça a été utilisé pour financer les travaux du réseau. Et ce que je retiens, c'est cette fiscalité affectée, qui est très intéressante, qui fonctionne assez bien, même si elle a atteint un peu ses limites avec le versement mobilité qui est prélevé au bénéfice des transports urbains, mais qui a en France quand même fait ses preuves. Et qui aujourd'hui, c'est une grande revendication des collectivités, qui est de dire ayons une fiscalité affectée pour financer les travaux d'infrastructure et financer aussi le fonctionnement des mobilités, si on veut vraiment développer ça. Alors après, il y a toute la question qui est de savoir comment on arrive à le faire à fiscalité constante. Ça veut dire une grande redistribution, et là c'est très compliqué à gérer. Voilà. Mais la première remarque, fiscalité affectée, c'est quand même intéressant. Quand on avait rencontré le président ou le directeur l'équivalent de SNCF Réseau en Suisse, il nous avait dit, moi, mon principal problème, c'est de dépenser l'argent que je reçois. Voilà. Je pense pas que Mathieu Chabanel ait la même préoccupation. La deuxième remarque, c'est que 9 millions d'habitants en Suisse, je crois, quand je vois le bazar politiquement que ça fait dans une région comme les Pays de la Loire, on doit être à 3,5 millions d'habitants, je crois, et qu'on imagine de passer de 1 à aller peut-être 2, 3 opérateurs, 4 à terme sur notre région. On s'interroge là, quand on voit comment on peut aller très très loin dans la capillarité, le nombre d'opérateurs. Finalement, on voit que c'est possible. En revanche, ça veut dire qu'il faut qu'on remette en question tous les étages du dispositif. C'est notamment la distribution, la manière d'avoir une donnée dans laquelle tout le monde a confiance et qu'on puisse partager les recettes et faire fonctionner au bénéfice de l'ensemble un système. Donc c'est possible d'avoir beaucoup d'opérateurs sur un territoire, même petit, et d'avoir une efficacité, une efficience. Voilà. Et puis la troisième remarque, c'est qu'en discutant avec des Suisses, ce qui était ressorti, c'était qu'en France, les transports publics, c'est quand même un peu connoté socialement. C'est-à-dire que les gens qui prennent les transports en commun, c'est plutôt les pauvres, c'est plutôt les gens qui dépendent des revenus de transfert, etc. Alors qu'en Suisse, vous avez tout le monde qui prend les transports en commun. Y compris, alors je ne sais pas s'il y a un métro en Suisse, mais en tout cas, vraiment, les transports du quotidien, tout le monde les emprunte, du top manager, d'État, politique ou banquier, jusque... Voilà. Donc c'est quelque chose aussi qui est intéressant culturellement, d'arriver, c'est une bataille aussi qu'on doit mener, je pense, en France, sur les transports en commun, sur les transports en commun du quotidien, de montrer que ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de la population, mais ça doit être ouvert à toutes les catégories de population. Oui, puis après, on a mis en place aussi un système de multimodalité avec une cadence parfaite quasiment au quart d'heure, où à chaque fois, on a un bus, un train, un bateau qui nous attend pour pouvoir continuer notre chemin. Donc, comme vous le disiez aussi tout à l'heure par rapport à cette multimodalité, l'importance des correspondances. Si on veut que les gens prennent le train, il faut que ça aille vite et que ce soit simple et intégré. Et c'est pas une question de prix, parce qu'on a fait pas mal d'études marketing aussi en disant est-ce qu'il faut qu'on joue sur le prix ou pas. Finalement, les gens, du moment qu'ils arrivent à un point A, un point B le plus simplement possible, le tarif n'est pas forcément ce qui va les empêcher ou non de prendre le train. C'est une vraie différence. Avant de donner la parole à nos grands témoins et puis à vous pour quelques questions, je ne résiste pas à l'envie de vous poser une question. Vous avez à votre gauche un banquier français. Vous avez en Suisse quelques banquiers aussi. Quelle est leur attitude, leur comportement vis-à-vis des investissements de mobilité ? Est-ce qu'ils sont allants ? C'est la Confédération qui met l'argent. C'est la Confédération directe. Les banquiers privés ne sont pas sollicités. C'est pas les banques pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, les banquiers prennent le train. Par contre, les banquiers prennent le train. Enfin, il y a des opérateurs privés quand même. Il y a des exploitants privés. Oui, il y a des exploitants privés. Non, mais ils sont peut-être financés par des banquiers. Que le privé finance pas l'infra, bon, c'est pas, on peut le comprendre, mais par contre, les exploitants, il y a des exploitants privés qui sont financés comme des entreprises, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Mais pas les CFF. Voilà. Les banquiers prennent le train, c'est un bon titre, ça. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser ? On a quelques minutes pour quelques questions. Monsieur, si vous voulez vous présenter et puis votre question. Bonjour, merci beaucoup pour cet échange qui est très constructif. David Granger, je suis chef de projet en infrastructure ferroviaire. Il y a une question qui me taraude dans tout ce qu'on se dit. On parle d'offres, on parle de capacité.
Les ressources pour faire. Et en fait, la question derrière, le ferroviaire, c'est une vocation. Le ferroviaire, c'est un métier qui est complexe, qui est exigeant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des programmes de formation, il y a des centres spécifiques pour pouvoir trouver le personnel, pour pouvoir le faire? Merci pour cette question. Je pense qu'Alain Gétraud pourrait répondre parce qu'il y a un organisme de formation, notamment des conducteurs, qui a été monté par le train. Oui, mais je vais répondre au nom de la filière parce que c'est un débat. Enfin, j'ai même participé à une table ronde sur le sujet à l'occasion des RNTP à Clermont au mois d'octobre dernier. C'est un vrai sujet, donc la question elle est plus que pertinente. Mais il y a des questions d'échelle. C'est pas la même problématique quand on est SNCF ou RATP pour recruter du personnel sous tension parce qu'on atteint des plafonds, on atteint des volumes considérables, 2000 conducteurs. Enfin, effectivement, je vous rejoins, il faut aller les chercher. Pour des opérateurs comme nous, forcément, c'est des volumes bien moindres, inférieurs à la centaine. Donc, j'ai envie de vous dire, sur le marché, on arriverait à trouver. Mais ça ne serait pas sain comme démarche. Je pense qu'on n'a aucun intérêt sur la durée à se piquer les ressources, excusez-moi l'expression, et aller faire aller chercher chez le voisin, parce que finalement, le personnel va tourner et ça va nous desservir. Par contre, c'est important que la filière elle investisse sur la formation. Il y a une vraie prise de conscience de l'UTP sur le sujet, et on travaille tous dans ce sens-là pour essayer de concourir au développement de la filière au travers de la formation. On investit tous dans la formation. L'ITP y travaille, mais chacun individuellement, quelle que soit notre taille, par contre, qu'on soit RATP, SNCF ou le train, on investit dans des centres de formation. Alors, je vais prendre l'exemple chez nous. Très tôt dans la démarche, on a investi dans un centre de formation, pas tout seul, avec des gens qui savaient le faire, et qui sont en place sur le marché, pour former les conducteurs. Et pour être sûr de les avoir, in fine, chez nous. Et puis, s'ils s'en vont, alors c'est pas ce que je souhaite, je souhaite qu'on reste attractif, mais si pour leur développement de carrière, si parce qu'ils ont envie de changement, ils vont dans une autre entreprise ferroviaire, c'est pas très grave. C'est normal qu'il y ait un peu de turnover sur le sujet. Moi, j'aurais d'autres ressources, d'autres entreprises, voilà. Mais j'aurais contribué à la filière, et je pense que vraiment tout le monde est dans cet état d'esprit. Je l'ai noté chez les autres opérateurs, de vraiment investir dans la formation. Donc concurrent, mais solidaire, autour de quelques... Alix, le cadre ? Ça va venir, ça va venir. Oui, effectivement, quand Transdev a décidé de s'inscrire dans cette ouverture du marché, la première chose qu'on a fait également, c'était de se doter d'un centre de formation. Alain parlait des conducteurs. Je pense qu'aujourd'hui, ça, à la limite, c'est ce que tout le monde sait faire. L'enjeu de la filière aujourd'hui, c'est de pouvoir former sur l'ensemble des autres métiers, qui sont parfois plus confidentiels. Et qui sont historiquement, quand c'était au sein de la SNCF, des métiers sur lesquels on se forme, où c'est pas forcément son premier métier, où c'est un métier qu'on fait une fois qu'on a plusieurs années d'expérience dans un autre, par exemple. Je parle par exemple des opérateurs qui sont dans les PC en fait, et qui font la supervision du trafic côté entreprise ferroviaire. Typiquement, sur ce genre de compétences, aujourd'hui, on n'a pas une offre de formation de la filière, et ça manque, et ça demande à être développé. C'est tout l'enjeu du travail collectif au sein de l'UTP. Mais je pense qu'on a besoin d'accélérer là-dessus, parce que c'est vraiment un enjeu majeur si on veut pouvoir continuer de développer le trafic et d'augmenter en fait la capacité à ne pas aller se piquer les compétences, mais bien à chacun développer ses personnels. J'ai une question, vous vous annoncez. Oui. Merci Laurent Guilhéry, professeur en sciences des transports à CY Paris, Cergy Université. Une question concernant le business model de Le Train, parce que même si on traite des services, il faut stabiliser absolument tout avant d'atteindre cette qualité de service qui est déterminante, vous l'avez évoqué, et tous très bien. La question, il y en a deux essentiellement, la question des centres de maintenance. On a vu avec Trenitalia la difficulté que pouvait survenir avec l'éboulement dans la vallée de la Maurienne. Le modèle économique de Trenitalia était profondément affecté par la maintenance de ces TGV. Donc là, il y a un risque important. Première question, comment voyez-vous le positionnement de votre centre de maintenance qui entraîne aussi le nettoyage du train, la qualité de service ex post une fois que vous le remettez en circulation? Ça me semble un élément essentiel. Et l'autre renvoie aussi aux questions du financement. Dans le mode aérien,
qui est avec des résultats si exceptionnels en termes de trafic et en termes d'appétit des clients, parce que pour des prix très faibles, vous allez à Londres, je ne vous parle pas des prix d'Eurostar pour aller à Londres, on ne regarde même plus les tarifs. Comment vous voyez l'acquisition, semble-t-il, vous avez acheté vos trains, alors que dans l'aérien, c'est un modèle de leasing. Il n'y a pas une compagnie aérienne qui a acheté ses avions. Donc les avions ont des rotations, hein, et donc lorsqu'il y a une baisse de demande, on les libère. C'est la société de leasing qui les reprend. Donc là, le ferroviaire, apparemment, affiche une particularité, c'est-à-dire de posséder ces trains. Comment vous voyez ça? Comment vous avez pensé, peut-être à long terme, cette logique d'acquisition du matériel roulant? Merci. Merci pour la question leçon du professeur Guillery. Merci beaucoup. Alain. Là où je vous rejoins, pour parler d'économie, c'est que malgré les bonnes intentions et l'avantage du ferroviaire sur le développement durable, effectivement, je ne surprendrai personne en disant que s'il n'y a pas de business, s'il n'y a pas de rentabilité sur le business, il n'y aura pas d'offre. Donc il faut trouver un équilibre économique, surtout quand on est un opérateur open access, il n'y a pas de compensation publique, donc il faut que ça vole tout seul. Parce que sinon, on n'ira pas bien loin. Il faut de l'acquisition de clientèle, et vous avez remarqué ma remarque à l'autorité de régulation, les accords cadres de tarification qui permettent d'asseoir ce ramp-up sur les premières années, donc de générer cette acquisition de clientèle, on va avoir une tendance naturelle à être déficitaire. Ils sont très importants, puisque la structure de nos coûts, c'est essentiellement de l'infrastructure, contrairement à l'aérien. 7 à 13% dans l'aérien, jusqu'à 60% pour nous. Donc, ce n'est pas du tout la même structure de coût. Donc, ces premières années d'acquisition de clientèle, de ramp-up, elles sont déterminantes. Et donc, le dialogue, les accords qu'on a avec les gestionnaires d'infrastructures, l'évolution de la tarification, et je dois être auditionné bientôt sur le sujet, on a été nombreux à l'être, ils sont déterminants pour nous pour pouvoir créer plus d'offres. Ensuite, pour répondre à votre question sur le centre de maintenance, alors je suis désolé, je ne vous dirai pas tout le détail parce qu'il y a le secret des affaires, donc je n'entrerai pas dans tous les détails, mais il y a 2 paramètres importants. Il faut être maître de son destin, donc il faut disposer de facilités de maintenance. Si vous êtes trop tributaire des autres, vous venez de le citer, Trenitalia par exemple, vous êtes en faiblesse sur votre trafic, vous êtes en faiblesse sur votre offre, vous allez avoir des problèmes de qualité de service, et voilà, ça ne marchera pas bien. Donc la stratégie, c'est d'acquérir ses propres assets, et le plus rapidement possible pour être maître de son destin. Et c'est la stratégie de Le Train. Et on y travaille depuis le début. C'est dans notre programme. Mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, le cadre légal en France et européen, il a très bien prévu le sujet. Il y a des facilités essentielles. L'opérateur historique doit ouvrir ses facilités. Bon, mais moi, je me mets à la place de l'opérateur historique. Il a aussi ses propres besoins. Donc, il faut aussi qu'il puisse vous accueillir dans de bonnes conditions, qu'il puisse le faire. Parce que c'est un peu facile de lui dire « pousse-toi », tu dois laisser passer aussi les autres entreprises ferroviaires. On en est au début, et c'est pour ça que je le soulignais auprès de l'autorité de régulation. Il faut qu'on arrive à un consensus sur le sujet. On est prêt à investir d'ailleurs sur ces facilités essentielles. On est prêt à être acteur, on est prêt à être dans une démarche gagnant-gagnant. Mais les infrastructures, les assets qui sont présents sur le réseau, il n'y en a pas assez. Donc ceux qui sont présents, il faut qu'ils soient ouverts et il faut qu'on soit contributif pour les développer. Voilà. C'est un besoin pour tout le monde, c'est du bien commun. D'ailleurs, on aurait pu se dire, ils sont chez SNCF Voyage, mais ils auraient pu être chez SNCF Réseau, ils auraient pu être dans une société dédiée. Enfin voilà. À mon avis, on n'est pas allé assez loin sur la réflexion sur le sujet. Ensuite, sur le portage de la flotte, je ne suis pas d'accord avec vous. On ne fait pas différemment de l'aérien. Au contraire, l'aérien nous a beaucoup inspiré. Et puis d'ailleurs, si vous remarquez ce qu'ont fait les compagnies aériennes, au début, les nouvelles, hein, les jeunes pousses, forcément, elles n'avaient pas les moyens de financer leurs assets. Donc, alloués à des ROSCO, enfin, qui pourvoyaient le matériel. Bon, ça n'existe pas beaucoup en ferroviaire, ça. Ça existe pour le fret. Vous trouvez assez facilement des locomotives. L'Angleterre était beaucoup plus en avance que le reste de l'Europe sur le sujet, mais vous ne trouvez pas de trains voyageurs prêts, dispo, qui dorment quelque part ou qui sont à disposition. Alors quand vous parlez de grande vitesse, encore moins. Donc déjà, il y a un problème d'assets, c'est que le modèle n'existe pas vraiment. Mais vous pouvez être en capacité de faire cette ingénierie financière, parce que sans être complètement asset light, effectivement, c'est des assets lourds. Donc vous pouvez créer une société de portage qui porte vos assets. Vous êtes actionnaire, vous êtes en participation, mais vous n'êtes pas le seul, parce que ces assets, cet actif, c'est un actif qui est assez liquide finalement. On est en tension sur le marché européen, il y en a besoin. Julien l'a dit, c'est de l'infrastructure, ça se finance quand même pas si mal. Donc voilà, vous pouvez être agile, habile dans le montage. Et puis les compagnies aériennes, quand elles ont décollé, quand elles ont généré leur premier cash flow et qu'elles ont marché, je ne sais pas, vous l'avez remarqué, elles ont quand même essayé d'acquérir leur flotte en propre.
Voilà. D'ailleurs, elles ont changé de typologie de matériel et puis elles se sont armées de leur propre flotte, y compris chez les low-costers, y compris chez ceux qui venaient de démarrer. Voilà. On n'a rien réinventé. Voilà, on suit une trajectoire qui n'est pas tout à fait celle de rien, mais qui s'en rapproche quand même. Ouais, je me permettrai juste de rebondir là-dessus. La question est pertinente et la comparaison intéressante. Alors oui, effectivement, il y a peut-être 10-20 années de retard entre le ferroviaire et l'aérien là-dessus. Il y a quand même un avantage de l'aérien, c'est l'interopérabilité totale, hein, puisque c'est lié à la consolidation des fournisseurs au plan mondial. Il y en a entre 2 et 4, on va dire, selon les catégories d'avions. Mais effectivement, voilà, entre A320 et A350, on peut tout faire. Le train n'en est pas encore là. Merci. Je crois, Gilles, qu'on peut conclure cette matinée, à moins qu'il y ait une dernière j'allais dire pour la route. Surtout, à tout seigneur, tout honneur. Pas très... Voilà. Olivier Juban, régional de l'étape. C'est pas dans cet esprit-là. Simplement, je rejoins la préoccupation sur la formation et sur une formation filière et dit par SNCF Voyageurs, je pense que c'est important que ça soit dit. Le fait qu'on sera plusieurs acteurs sur un territoire à l'avenir, c'est une évidence, c'est le sens de l'histoire. Et je pense qu'il faut qu'on crée les conditions d'un travail ensemble entre les entreprises ferroviaires d'un même territoire. Il y a beaucoup de choses à inventer. On n'a pas parlé de sécurité, par exemple. Mais je pense que le sujet de la sécurité s'invitera. Il y a le sujet des gestions de crise opérationnelles entre multi-opérateurs dans une logique d'un service client intégré de bout en bout avec plusieurs opérateurs. C'est déjà pas tout à fait simple, même quelquefois à l'intérieur de la SA Voyageurs. Donc demain, quand il y aura plusieurs opérateurs sur un territoire, ça doit se construire. Et donc ces sujets-là, je pense qu'il faut les adresser, j'allais dire presque dès maintenant, alors sous la houlette de la région quand il s'agit de TER, mais des autres acteurs qui déjà concourent à la réalisation des trains sur un même territoire. Voilà. Et sur le thème de la sécurité, je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça reste un thème premier pour nous. Merci, on ne peut pas évoquer tous les thèmes en une journée, mais il y aura d'autres colloques. Je crois qu'on peut remercier, Gilles, l'ensemble de nos intervenants pour cette première table ronde.